Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de lire l'ouvrage de Pierre Virion, qui lui, alors là il a un titre explicite, il ne tourne pas autour du pot. L'ouvrage s'appelle Le Nouvel Ordre Mondial, entre parenthèses New World Order, de Pierre Virion. Alors ça aussi, un ouvrage me fait passer aux oubliettes, volontairement ou non, je ne sais pas. Avant-propos. Depuis 1967, quand parut la première édition de l'ouvrage « Bientôt un gouvernement mondial, une nouvelle contre-église », que je vous avais lu en partie, les événements internationaux ont fait du chemin, et l'on s'étonnera peut-être en lisant les pages qui vont suivre. Comment se dira-t-on qu'est devenu cet ensemble des 5 parties du monde envisagées par les théoriciens et aussi les praticiens de l'unité planétaire dans 2 de l'Atlantique? Il n'en est plus question? L'erreur serait de croire qu'une marche vers l'unité pourrait se poursuivre sans la rédaction progressive des partenaires intéressés à la conquête du pouvoir universel. Cette progression est au contraire pure logique des choses et comporte dans son application des éliminatoires, comme dans une compétition pour un championnat. Le précédent ouvrage avait mis en présence 3 tendances attachées à la poursuite d'une même fin mondialiste, quoique par des moyens différents: les conceptions synarchiques, vous savez, je vous avais parlé de la synarchie, j'ai des vidéos d'ailleurs là-dessus, communiste et celle de l'establishment d'outre-Atlantique. Aujourd'hui, la situation internationale nous met en présence de ces 2 dernières concrétisées par les États-Unis et l'URSS, accordées ensemble pour une coexistence pacifique et finalement, quel en sera le résultat, susceptible quel qu'il soit de se réaliser moins en une réussite qu'en catastrophe. Quant aux catholiques impressionnés par la crise qui secoue l'Église, il serait temps pour eux de mieux comprendre enfin, car ils ont du mal à le concevoir, le lien qui existe entre cette crise et les bouleversements politiques. Dans cette perspective, on pourrait dire qu'il s'agit de l'avers et du revers de la même médaille. Notre mondialisme contemporain, s'il se donne les apparences d'avoir le secret d'une paix universelle, d'ailleurs illusoire, tend en réalité par ses principes profonds, par les multiples propagandes de ces innombrables organismes à désagréger la pensée catholique, pour l'établissement autoritaire de cette contre-église dont les maçonneries se sont vantées d'être les parangons. Ni le bouleversement social communiste qui séduit les uns, ni la fausse stabilité du capitalisme international qui rassure les autres, ni l'Ouest ni l'Est, amis ou ennemis, ne donnent la solution des problèmes angoissants de leur présente. Il n'y a qu'une seule vraie solution en politique comme dans l'intimité de la vie religieuse, c'est la doctrine traditionnelle de l'Église, c'est la vérité de Jésus-Christ. Le Grand Saut. À la fin de février 1973, une publication américaine et au mois de juin de la même année, une publication française analysant les données politiques internationales, qu'il s'agisse de la monnaie ou des échanges économiques, annonçaient l'instauration d'un nouvel ordre du monde, New World Order, dit-on aux États-Unis. Est-ce un hasard si la devise du Grand Saut américain fait état, elle aussi, de ce nouvel ordre, Novus Ordo Seclorum? À la vérité, ce thème n'est pas nouveau, mais pour bien comprendre la chose, il faut faire un peu d'histoire. On nous a assuré, et M. Nixon le premier, qu'il n'y aurait jamais de nouveau Yalta entre les États-Unis et la Russie. Pour simplifier, admettons que les derniers entretiens américano-soviétiques ne soient pas en effet un nouveau Yalta. Ce qui est certain, c'est qu'ils en sont le prolongement, l'aggravation. Mais ne serait-ce pas aussi une suite de Locarno, celui de 1917, où précisément il fut question de ce nouvel ordre du monde? Locarno est une petite ville touristique située en Suisse, au bord du lac Majeur, dans un pays de rêve. Mais c'est aussi un endroit entouré de mystères et peuplé de fantômes. Elle est devenue célèbre en 1925 par les fameux accords et conventions d'arbitrage qui devaient, pensait-on, garantir l'exécution du traité de Versailles en le corrigeant. Que ne se reporte-t-on pas plus de 50 ans en arrière? D'autres conciliabules internationaux s'y étaient déjà tenus les 29, 30 et 31 octobre 1872. Il y avait là les délégués du Grand Orient de Rome, Naples, Turin, Florence, avec le frère Félix Pia, l'exilé des révolutions de 1848, Kossuth, sorte de pontife des soulèvements hongrois et de la lutte contre l'Empire d'Autriche, Hetzer, représentant des puissances secrètes allemandes, d'autres personnages. Après l'effondrement du système international en 1970, on y complotait pour l'instauration d'une nouvelle religion appelée à remplacer le christianisme. Le projet devait prendre forme en 1917, toujours à Locarno, ou plus exactement à Ascona, en face, sur l'autre rive de la Maggia. On y vit du 15 au 25 août, tenant leurs assises, l'Otto, l'ordre du Temple d'Orient,
l'Hermetic Brotherhood of Light, fraternité hermétique de la lumière, d'autres puissances maçonniques. Ces hautes sectes ne se proposaient rien de moins que de substituer à la morale et à la culture reçue jusqu'alors le gai culte de la joie, de la vie et de l'amour. Ces thèmes, qui n'étaient pas encore ceux de prédicateurs post-conciliaires, s'agrémentaient d'une politique internationale ambitieuse de remodeler la planète et d'instaurer une nouvelle religion. Et l'on appelait cela le nouvel âge du monde. Après ces rencontres qui avaient fait de Locarno le centre d'attraction d'une certaine politique, on aura moins de surprises en lisant sur la façade nord du monument aux morts américains, érigé à Saint-Laurent-sur-Mer en France, après la guerre de 1940-44, la devise « Annuit coeptis novus ordo saeclorum ». Le nouvel ordre du monde est propice aux choses entreprises. Ainsi, des milliers de jeunes hommes sont morts pour l'instauration d'une cité future dont on leur a caché les perspectives, mais que les événements d'après-guerre et les négociations d'aujourd'hui nous découvrent. L'ordre nouveau est représenté au revers du grand sceau des États-Unis. On le voit au coin du billet d'$1. C'est la pyramide inachevée symbolisant le monde futur, surmontée de l'œil omnivoyant symbolisant la divinité panthéistique. Signe occultiste par excellence, elle donne son vrai sens à la devise qui l'entoure, Annuit coeptis novus ordo saeclorum. Nous ne faisons pas ici le procès des États-Unis en tant que nation. Ce peuple dynamique, et en plus d'une circonstance bienfaisant, a vu utiliser à d'autres fins par des puissances étrangères à sa vraie nature des qualités et des aspirations qui le destinaient à une vocation plus haute. La devise qui lui fut imposée est celle de l'impérialisme judéo-maçonnique. On dira pour en atténuer le sens qu'on l'a tirée d'un vers de Virgile. Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. Cela est vrai, et quand les contemporains de Constantin attribuaient au poète, écrivant 40 ans avant l'ère chrétienne, le prophétisme involontaire de la naissance du Christ, sauveur de l'humanité, les États-Unis en 1782 pouvaient eux aussi symboliser par ce vers les espérances que leur promettait leur jeunesse et leur ressort. Maintenant, l'équivoque n'est plus possible. Les signes kabbalistiques qui accompagnent la devise rappellent visiblement plus que les vaticinations païennes de la Sibylle invoquée par Virgile. Ils précisent les attentes des Illuminés, qui ont voulu évoquer l'impérialisme d'une contre-église sur un monde asservi après avoir été révolutionné. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit quand même. Tous les vrais théosophes, écrit Celestia Roth-Lang, doivent être capables de voir le lien, unissant la vraie philosophie et le revers du grand sceau des États-Unis. Le moment arrivera où la blanche pierre deviendra la pierre angulaire au sommet de notre gouvernement, pour proclamer une nouvelle religion dans laquelle tous les courants spirituels de chaque religion se rencontreront sous la protection de la pierre blanche, terminale de la pyramide, enseignant la révélation sans dogme ni doctrine. Fin de la citation. Comme par hasard, ces lignes, tirées d'une édition de la Société théosophique du Chicago, datent du 17 mai 1917, l'année même du Locarno des sociétés secrètes, l'année aussi du bicentenaire de la maçonnerie gonflée de tous ses espoirs et grandement célébrée, Novus Ordo Saeclorum, mais l'année encore du quattro-centenaire de Luther, bruyamment fêtée, l'année enfin ponctuée par la décision de créer la Société des Nations que suivra l'ONU après la guerre de 40-44, ces convergences sont assez parlantes pour amener des conclusions certaines. Beaucoup s'en sont aperçus, la majorité reste dans l'ignorance. Mais nombreux sont les Américains qui ont vu juste à commencer par les réticences d'une commission officielle de 5 membres réunis en 1884 pour examiner le sceau. L'un d'eux, le professeur Norton, écrivit même plus tard « Le revers, malgré la facture artistique du dessin, peut difficilement paraître autre chose qu'un stupide emblème de fraternité maçonnique. » Enfin, en plein congrès des États-Unis en 1940, le sénateur Torkelson en dénonça le sens, je cite, « Permettez-moi, dit-il, d'attirer votre attention sur le fait qu'au revers du grand sceau des États-Unis, qui figure sur nos billets d'$1, vous trouverez l'exact symbole du mouvement de la Fédération mondiale du British Israel. Ce symbole se voit aussi dans la littérature d'autres organisations promotrices d'un gouvernement mondial et d'une religion mondiale. À la base du cercle entourant la pyramide, vous trouverez l'expression « Novus Ordo Saeclorum ». N'accablons pas indistinctement tout le peuple américain. Le symbole n'apparut qu'en 1935, imprimé sur les nouveaux billets de banque par H. Morgenthau, sous l'impulsion du franc-maçon H. A. Wallace, envoûté par Nicolas Roerich. Celui-ci, russe blanc de tradition théosophique, ami de Rabindranath Tagore, l'avait convaincu du pouvoir occulte et prometteur de ce signe. Petite parenthèse, un peu comme un archétype de Jung.
Mais Wallace, vice-président des États-Unis, n'était pas seul à partager l'amitié de son cher gourou, entre guillemets, comme il l'appelait. Roerich était aussi ami d'Owen Lattimore, espion soviétique et des membres du Parti progressiste qui n'était autre que le Parti communiste sous une fausse étiquette. Toute une élite intellectuelle et bon nombre d'hommes politiques irradiaient déjà sur le pays une idéologie pro-communiste et futuriste. Le British Israel. Tous les mouvements mondialistes d'aujourd'hui travaillent pour un nouvel ordre du monde. Leurs tendances politiques ont forcément une finalité religieuse plus ou moins éloignée du catholicisme, ne fût-ce que par leur refus de se prononcer sur ce sujet, et lors même qu'ils ne viseraient pas ostensiblement à le détruire, ce qui est plus souvent le cas. La République universelle prêchée à grand bruit par les maçonneries au commencement du siècle paraît bien démodée. De la synarchie dans l'esprit demeure, sinon des structures, nous gardons encore les formes technocratiques. Il y a aussi des mouvements syncrétistes militant pour un œcuménisme ouvert à toutes les religions, y compris à l'Église romaine, tel celui de l'intelligence universelle ou compréhension universelle, auquel des célébrités politiques ont donné leur adhésion et qui cache mal sous sa bienveillance humanitaire un luciférianisme authentique. Tous professent un globalisme culturel et social d'autant plus dangereux que celui-ci se présente sous les apparences d'une fausse libération de l'homme et que sa séduction s'exerce jusqu'en milieu d'église. Mais parmi ces mouvements, il en est un dont on parle peu en Europe, où cependant il travaille de différentes manières. Il mérite une attention particulière à cause de son expansion en plusieurs pays et de sa puissante subtilité. On y retrouve les forces de dissolution, les formes subversives et les attraits politiques qui sensibilisent de nos jours l'Occident. C'est le British Israel. Alors, petite parenthèse à propos de ces forces de dissolution, ça me fait penser à l'extrait d'une conférence de Raphaël Payer à la fin des années 70, où il disait « La démocratie est une des forces de dissolution ». Je continue. Ce mouvement qui se donne pour l'objectif l'établissement d'un gouvernement mondial et d'une contre-église dont nous avons tracé les grandes lignes dans de précédents ouvrages, se distingue par ses applications pratiques à des situations concrètes, par les liens qu'il attache aux évolutions et au personnel de la politique internationale, à tel point qu'il apparaît comme un des témoins les plus expressifs de la marche vers le nouvel ordre du monde. À première vue, le British Israel semble une sombre farce d'endoctrinement pour esprits faibles. Il y a de cela sans doute, puisqu'on y prétend voir le vrai peuple de Dieu, l'authentique et légitime prolongement d'Israël, dans les peuples anglo-saxons, qui de ce fait serait tout le peuple élu auquel appartient de droit l'empire du monde et l'instauration du royaume de Dieu sur terre, sous l'autorité de Jésus-Christ. On lit en effet dans le National Message Organ, officiel du mouvement, la Grande-Bretagne et ses autonomes dominions, avec la République américaine et les Juifs, constituent toute la race d'Israël. Our Sunday Visitor du 17 octobre 1943. Et c'est elle qui doit instaurer, je cite, un gouvernement mondial appelé dans les Écritures le Royaume de Dieu. Évangile British Israel publié par la Canadian British Israel Association, Ottawa, Ontario. Si l'on croit les plus avancés du mouvement, la dynastie anglaise et le trône de Grande-Bretagne seraient la descendance même et le trône de David qui doit réunir sous son règne l'Angleterre et les États-Unis dans une seule nation. Mis à part notre étonnement aussi grand que ces vaticinations et le fait qu'aucun Anglais ayant cette tête solide sur les épaules et qu'aucun Américain ayant les pieds sur la terre n'y pourront croire, le British Israel n'en est pas moins un puissant mouvement d'impérialisme unificateur sous un gouvernement mondial présenté comme le nouvel ordre du monde. Je cite, « Un Dieu, une foi, une révélation, une langue, une loi, une littérature, un évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire une seule nation, une seule règle, un seul système économique, une seule paternité en tout. Il se donne les apparences d'une organisation chrétienne, il est raciste au premier chef. » Son histoire. Le British Israel fut fondé en 1919, si nous en croyons son principal organe, le National Message. Sa propagande qui s'exerce par de multiples groupements de nuances très diverses modulées selon les problèmes posés au cours des présents successifs de l'évolution politique, le rend parfois difficilement identifiable. C'est une fédération. Son siège est à Londres. Et pour le bien comprendre, il ne suffit pas d'en saisir quelques principes essentiels, il faut aussi connaître ses antécédents historiques, lors même que sa fondation ne remonterait théoriquement qu'à 1919. Alors 1919, il me semble, création de la Société des Nations, vous vérifierez. 3 éléments ont concouru à la construction idéologique, ou si l'on veut, doctrinale, de ce mouvement. Les Rhodes Scholars, donc la Fondation Rhodes, attachée à la politique impérialiste de la Grande-Bretagne à la fin du XIXe siècle,
les Fabians, les Fabians, société semi-secrète éminemment socialiste, et enfin le biblisme protestant allié au temporalisme judaïque. Ces traits originels donnent la physionomie générale du British Israel. Lord Cecil Rhodes, 1853-1902, fut un homme politique bien connu. Étonnant colonisateur de l'Afrique du Sud, pourvu d'une immense fortune amassée dans les mines d'or et de diamants, Premier ministre de la colonie du Cap, il se consacra de bonne heure à la politique impérialiste du gouvernement britannique à la fin du siècle dernier. L'union de l'Angleterre et du Canada, la possession de points stratégiques essentiels aux quatre coins du monde et surtout au Moyen-Orient, était à la base d'un rêve d'extension qui eût donné, pensait-il, à la Grande-Bretagne une incontestable suprématie mondiale. Or, un jour, nous raconte Wickham Stead, son secrétaire, il exposa son plan à Lord Rothschild qui lui répondit « C'est très bien si vous pouvez y joindre l'Amérique, sinon cela se réduit à rien. » Cecil Rhodes, ainsi renvoyé à ses études, s'aperçut que Lord Rothschild avait raison. De là son rêve d'unir la Grande-Bretagne et les États-Unis en une seule nation, capable de dominer le monde. De là aussi la fondation des Rhodes Scholars, une école établie d'abord à Oxford pour former une élite selon ses vues. Cette école essaimera au-delà de l'Atlantique et formera aussi de nombreux Américains, dont plusieurs hommes politiques actuellement en vue, leur inculquant l'idéal de réunir, selon le mot de Beresford en 1913, les deux grandes nations de langue anglaise. Par la suite, en 1893, un grand homme d'affaires des USA, Andrew Carnegie, se fera le plus puissant propagandiste de l'union politique États-Unis-Grande-Bretagne. Dans son livre Triumphant Democracy, il est une page révélatrice qui en fut supprimée dès la seconde édition, où, déplorant la séparation de la nation mère après la guerre de l'indépendance, 1783, il disait son ferme espoir de voir le rêve un jour se réaliser. Carnegie, on le verra, ne s'en tint pas là. Mais entre-temps, et toujours dans le même but, se fondait une autre société, d'abord en Angleterre en 1902, ensuite aux États-Unis le 4 février 1903, pour aider au développement de l'anglophilie aux USA, to aid in developing Anglophiles in USA, c'était la fameuse société des Pilgrims. Progressait rapidement et déjà en 1917, les Pilgrims américains comptaient parmi les membres de leur comité d'honneur le prince de Galles, le duc d'York, la secrétaire d'État de Sa Majesté aux Affaires étrangères, les financiers américains Morgan Rockefeller, Morgenthau, Otto Kahn, Paul Warburg, ces deux derniers finançant aussi la même année la Révolution russe, et le père O'Ryan, œcuméniste polyvalent très contestable. On saisit déjà l'influence très nette du mouvement vers des alliances internationales, révolutionnaires et religieuses. Mais arrêtons-nous un instant. Il est temps, retournant en arrière, de parler à présent des Fabians. Cecil Rhodes n'entrevoyait la réalisation de son rêve impérialiste que dans la ligne du capitalisme classique et libéral de la vieille Angleterre. De toute évidence, dit Rose Martin, il n'avait jamais entendu que sa fortune amassée dans les champs de mines d'or et de diamants du Sud-Africain puisse servir à entraîner de jeunes Américains dans le socialisme fabian. Fin de citation. Il en fut cependant ainsi. La société des Fabians prit naissance à Londres en octobre 1883 et nous trouvons à ses débuts Sidney Webb et Bernard Shaw, l'écrivain qui s'affirmait communiste. Tous deux avaient étudié Karl Marx et immédiatement le groupe avait proclamé ses buts et réorganisation de la société par émancipation du travail foncier et industriel, faisant retour à la communauté, extinction progressive de la propriété privée, transfert du capital industriel à l'État, formation de l'opinion à l'idée socialiste et l'organisation d'un enseignement adapté à ces buts. On se proposait en somme de socialiser le marxisme et de le rendre assimilable par les classes dirigeantes. Dès 1895, les Fabians, qui avaient un groupement à Oxford, abandonnèrent peu à peu le plus grand nombre de leurs membres au Labour Party, qui ne cessa jamais d'être en relation avec eux. Ils cessèrent de publier la liste de leurs adhérents. Le fabianisme devenait une société quasi secrète, se donnant pour objectif le recrutement et la formation d'une élite dans les sphères dirigeantes, sans compromettre la carrière de ses adeptes par une intempestive publicité. Nous avons cité Bernard Shaw, nous pourrions avancer aussi le nom de MacDonald, Premier ministre anglais, crypto-communiste notoire, qui embrouilla l'atmosphère sociale de l'ordre de l'Ouest entre les deux guerres mondiales, et aussi Lord Attlee, mondialiste éprouvé. Aux États-Unis, la liste serait longue. Citons seulement Walter Lippmann, le columniste du New York Herald, dont le crédit jusqu'à ces dernières années fut si grand dans les sphères de la politique internationale, le fabianisme se répandit en effet vite et largement outre-Atlantique.
Je cite, « Comment tant d'Américains Rhodes Scholars ont-ils été enrôlés dans la Société des Fabians de Londres depuis tant d'années ? Il serait difficile de le dire. Aucune statistique à ce sujet. L'identité de tels recrues a soigneusement été cachée apparemment pour éviter des ennuis à ceux qui tiennent ou espèrent tenir une position influente dans leur pays. » Fin de citation. Revenons maintenant à l'époque de la Première Guerre mondiale. Depuis quelques années, par une singulière dérision du sort, Carnegie ayant décidé que son rêve, celui de Cecil Rhodes, c'était la paix, avait créé un fonds Carnegie pour la paix internationale. En 1914, il enrôla dans le mouvement les églises protestantes en créant la Church Peace Union avec une dotation de 2 millions de dollars et grâce à une autre dotation annuelle, cette union put intervenir pour gonfler le budget du Federal Council of Churches, Conseil fédéral des églises, à telle enseigne qu'il exerça désormais une influence dominante. On peut imaginer ce que... Alors là, excusez-moi, mais le passage est illisible dans la version que j'ai. Il y a une grosse tache dessus, c'est pas grave, je continue avec la page suivante. Ces paroisses d'innombrables prophètes du judéo-christianisme. Le mouvement tournait à l'apocalypse. Nous voici enfin arrivés à 1919. Avant 1917, lit-on dans le compte-rendu officiel du Congrès américain de 1940, l'influence étrangère s'exerçait principalement par les groupes anglo-américains. Depuis la guerre mondiale, 1914-1918, ces groupes ont été renforcés par les financiers internationaux et les internationalistes aux soi-disant appelés minoritaires. La pression a alors plus que doublé, car combinés, les groupes contrôlent toutes les avenues de communication et s'emploient maintenant à faire avancer leur plan de domination britannique pour établir une fédération mondiale d'États. Fin de la citation. En 1919, en effet, un internationaliste de Boston, E. Phelan, avait, avec Carnegie et Rockefeller, mis sur pied le 20th Century Fund, fonds du XXe siècle. Organisme géant qui contrôlait plus de 124 autres fondations totalisant ensemble un capital d'1 billion, donc 1 milliard de dollars. Si les puissances financières juives ne sont pas nommément énumérées dans le Congressional Record, elles y sont cependant reconnaissables. En 1936, le fonds du XXe siècle comptait parmi ses membres Carnegie et Rockefeller, avec leur fondation aux activités pacifistes et communistes bien connues, la Church Peace Union, l'inévitable Monseigneur O'Ryan, l'oncle du président Delano Roosevelt, la Fondation pour l'éducation religieuse, d'autres personnalités parmi lesquelles des hommes politiques et surtout Nicholas Murray Butler, un des leaders des Pilgrims et du British Israel. À lui seul, le 20th Century pouvait exercer des pressions considérables sur les églises, les institutions scolaires, les milieux politiques et professionnels, la presse, le cinéma, au point que, je cite, « l'Amérique n'a pas eu un président entièrement libre de ce contrôle, particulièrement depuis la guerre ». Fin de citation. Identification. Le British Israel, nous dit-on, est né en 1919. Avait-il besoin de naître cette année-là quand ses bases doctrinales, ses moyens d'infiltration, les ressources sur lesquelles il pouvait compter, le constituaient virtuellement bien avant cette époque ? Avait-il besoin de surgir en cette année 1919 où se négociaient les traités d'après-guerre dans les conférences de Paris, sinon pour rassembler en un seul corps et doctrine d'action les forces du « nouvel ordre du monde » entre guillemets ? C'était aussi l'objectif de la Société des Nations. Durant la conférence de Paris, je cite, le directeur de la Fondation Carnegie pour la paix internationale traversait chaque jour la place de la Concorde, allant de l'hôtel Crillon au Quai d'Orsay. Il s'est souvent arrêté devant l'obélisque marquant le lieu où la tête de Louis XVI était tombée, et avec elle l'Ancien Régime. Les hommes de ce temps rêvaient d'un nouvel et meilleur avenir. Tout ce qui est arrivé fut dommage, mais le mal doit être réparé. Ils ont aboli le vieux calendrier basé sur la naissance de l'homme de Nazareth, et mettant cela de côté, ils firent partir leur nouvelle ère de l'an 1. Mais cela a pris fin avec l'entrée aux Tuileries de Louis XVIII, frère de Louis XVI, en l'année de notre Seigneur 1815. Donc les hommes d'État de l'avenir, sinon du présent, doivent recourir au passé, et dans une organisation internationale, le passé, ce sont les conférences de la Haye. Les chances du nouvel ordre du monde brillaient dans le British Israel. Peut-être est-il temps de l'identifier concrètement avant d'en passer en revue la doctrine et les buts ? En voici les principaux centres. British Israel World Federation, 6 Buckingham Gate, London. Président, Wilfrid Reynolds. Secrétaire, Harold E. Stowe. Directeur, Guy Sauter. C'est la maison mère, siège d'une vaste fédération mondiale dont l'organe officiel est le National Message. Même adresse. Le mouvement est d'une activité débordante.
pour le seul mois de mars 1972. Donc oui, l'ouvrage, d'ailleurs, je vous ai pas dit de quelle année il était. Il est probablement des années 70. Pour le seul mois de mars 1972, nous ne relevons pas moins de 89 réunions en Angleterre, tenues dans des paroisses, des hôtels ou des salles de réunion diverses. Anglo-Saxon Federation of America, c'est le principal centre aux États-Unis. Il est affilié à la Fédération de Londres, comme l'indique son papier à lettres sur lequel nous voyons figurer le revers du grand sceau américain. Adresse Haverhill, Massachusetts. Son organe principal est le périodique Destiny. Même adresse, mais il est diffusé aussi chez Brentanos, Fifth Avenue, New York City. American Israel Movement, Knoxville, Tennessee, affilié à la Fédération de Londres. Israel World Federation of Canada, 315 Sherborne, Saint-Montréal. Pour le Canada, l'organe de diffusion en langue française est Le Monde de demain. Le Monde de demain est édité par la Revue internationale de compréhension biblique, qui a comme cette revue son siège à la faculté de théologie de l'Ambassador College à Pasadena, Californie. Il a pour rédacteur en chef Herbert W. Armstrong. La nullité théologique de H. Armstrong est si retentissante qu'elle a fait de lui un des docteurs les plus écoutés du British Israel de langue française. Pour l'Europe, la revue Le Monde de demain est diffusée par Genève, 9 rue de la Servette. Les cours par correspondance de compréhension biblique de l'Ambassador College font également partie de l'arsenal du British Israel. La race et l'évangile du royaume. Ce qui nous intéresse dans ce mouvement, ce sont son but, ses méthodes, ses dogmes politiques et religieux. Mais il faut auparavant le définir par ses prétentions pseudo-bibliques et sa propagande piétiste. Au premier chef, il se présente avec une qualification sans conteste, c'est un racisme absolu plaçant sa force et ses ambitions, calculant ses moyens et poursuivant ses fins dans et par la politique puissante anglo-saxonne, tendant à faire de deux nations, et de la puissance américaine surtout, l'instrument de ses projets dominateurs. Les peuples anglo-saxons protestants y sont tenus pour les authentiques descendants d'Éphraïm et de Manassé, seuls représentants du peuple élu à qui doit appartenir l'empire du monde. Dans le combat de la fin, au temps du jugement, toutes les nations seront intégrées et Israël sera réuni. Alors ça, je vais le relire parce que on a l'impression d'en arriver à ce point-là en 2025. Dans le combat de la fin, au temps du jugement, toutes les nations seront intégrées et Israël sera réuni. La réunion doit tout d'abord se faire entre Éphraïm, Grande-Bretagne, et Manassé, USA, pour rassembler les enfants de Joseph qui héritent de l'impérium du peuple élu. Fin de la citation. Les autres peuples viendront à leur tour au rendez-vous, mais comme des races inférieures appelées à partager le royaume de Dieu. Telle est la destinée de la pure race aryenne anglo-saxonne de dominer le monde et de supprimer ou réduire à un statut servile toutes les races inférieures. N'allons pas croire que tout Anglais ou tout Américain se reconnaît dans cette carnavalesque exégèse. Ce serait insulter au bon sens de ces peuples d'outre-Manche et d'outre-Atlantique. Mais celle-ci recouvre cependant quelque chose de sérieux, un plan politique et religieux bien déterminé. Dans ce rêve monstrueux, l'union des hommes, l'unité de la race humaine, ne repose plus sur la grâce et le mystère du Christ, mais sur la race. Sous des apparences bibliques et des appels aux sentiments chrétiens, éclate le rejet de l'évangile de Saint Jean. Je cite, « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Tout à l'opposé, et cela est satanique, ce serait la race et la volonté de l'homme qui construiraient le royaume de Dieu, un royaume de Dieu sur terre par l'instauration d'un évangélisme temporel. Godspell of the Kingdom, l'évangile du royaume, d'un super-état, une religion ramassant toutes les croyances, en un mot, un néo-christianisme où finalement le temporalisme du judaïsme post-christique trouverait sa pleine expression et sa victoire sur le catholicisme romain. Subtilité, disions-nous? Nous devrions plutôt dire hypocrisie, et il faut en voir là un premier exemple frappant. Les tracts du British Israel se réclament presque tous de Jésus-Christ et de la fraternité chrétienne. En d'autres termes, lit-on sur l'un d'eux, la foi du British Israel unifie les enseignements de l'Écriture, élargit le champ de la vision chrétienne et révèle le grandiose plan divin du salut spirituel et aussi sur le plan matériel. Ce sont ces derniers mots qu'il faut retenir pour bien comprendre ces activités. Dans la réalité, ils n'ont rien à voir avec les idéaux et les aspirations du menu peuple juif qui se soucie peu, croyons-nous, d'être lancé dans cette aventure, ni même avec l'État d'Israël proprement dit. Remettons-nous plutôt en mémoire le nom des puissances financières et secrètes qui soutiennent le mouvement d'endoctrinement des masses. Is fecit qui prodest. L'auteur est celui à qui cela rapporte.
De quoi s'agit-il donc? La contre-église. Certes, le British Israel n'apparaît pas seulement comme un fantasmagorie raciste accouplé à un impérialisme délirant, mais aussi comme un bric-à-brac de plans et de doctrines qui se complètent, s'entrechoquent ou se contredisent tour à tour. Ce qui en ressort, c'est surtout un dessin général d'actions et de moyens pratiques destinés à conditionner peu à peu les esprits. Mélange de toxiques et d'appâts concourant à la désagrégation politique et religieuse de l'Occident, sa stratégie le pousse à l'abordage du catholicisme romain à la faveur du brouillard produit par son complexe politico-religieux et dont il ne faut pas être dupe. Dans tout son verbiage biblique, il y a des textes clairs. Lisons par exemple ces lignes d'un British Israel confirmé, A.E. Ferris, dans son ouvrage Three-Headed Eagle, c'est-à-dire l'aigle à 3 têtes. Toutes les nations formant le corps de l'aigle, telles que la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et l'Espagne, c'est-à-dire les pays catholiques romains, éprouveront le terrible jugement de la colère de Dieu. C'est-à-dire que le mec, il se met à la place de Dieu. Lui, il sait que Dieu va se venger. La destruction de tout gouvernement romain, loi, religion, roi, prêtre et ainsi du reste, sera si complète que jamais n'apparaîtra de nouveau un aigle romain, ni ses têtes, ni ses ailes, etc. Cela ne peut s'accomplir que par une révolution infidèle et athée sur le continent. Je répète, cela ne peut s'accomplir que par une révolution infidèle et athée sur le continent. La perte de foi, etc. Comme l'auteur le présageait en 1940, l'agent obvi pour amener cela, c'est la propagation du communisme dans l'insidieuse perspective d'une prestigieuse victoire russe. Le temps le montrera. Mais alors, c'était du temps où la Russie était communiste, l'URSS soviétique. Le temps le montrera. Mais il est clair que la brutale destruction de 2000 ans de vieille civilisation romaine ne peut trouver son achèvement que dans une générale idéologie athée, avec un immense pouvoir d'éversion morale, ou d'inversion morale, comme celui de la Russie soviétique. Une telle révolution semble inévitable. Plus récemment, Destiné, organe de l'Anglo-Saxon Federation of America, British Israel, écrivait dans son numéro de février 1966 « Les fausses prétentions du cléricalisme de l'Église médiévale basée sur le légalisme romain plutôt que sur l'Écriture, poussées vers une mort douloureuse, seront arrachées de leur trône et les nations qui refusent l'évangile de la Réformation trembleront devant les deux jumeaux de leur destin, l'athéisme doctrinal et le communisme social. » Fin de la citation. À la lumière de ces textes, on aperçoit les caractères généraux du complot politico-religieux dont nous venons de parler. La révolution et l'athéisme doivent avoir raison de l'Église romaine. C'était un petit peu le but, petite parenthèse, de Adam Weishaupt, fondateur des Illuminés de Bavière. Rome est l'ennemi à abattre et nous dirons même le seul parce qu'avec elle doit disparaître toute la civilisation occidentale qu'elle a engendrée. Mais souvent, l'hostilité se colore d'une haine exprimée en des termes dont nous ne retrouvons l'équivalent qu'au plus dur moment des guerres de religion. Ainsi, le National Message, je cite, « L'Empire romain était tombé, mais en Europe centrale s'élève une tyrannie prétendument chrétienne qui porte toutes les marques de la bête. » C'était sous l'égide du pape de Rome. Une tyrannie prétendument chrétienne qui porte toutes les marques de la bête. Les empereurs, si grands qu'ils apparaissaient, faisaient pèlerinage à Rome. Ils ployaient le genou devant le pape et n'osaient pas refuser d'obéir à ses ordres. Et les femmes allaient en croupe. Il n'y a pas besoin d'imagination pour identifier la prostituée babylonienne avec Rome. Fin de citation. En effet, la vieille Pythie refoulée qui a mis bas ces lignes, elle s'appelle Gladys Taylor, a elle-même assez d'imagination pour nous dispenser d'en avoir et d'ajouter de notre cru à ses cauchemars. D'autres d'ailleurs, du même bord qu'elle, s'en chargent. Ainsi encore Destiné, février 1966, je cite, « L'intrusion de l'Antéchrist a commencé il y a de nombreux siècles en la personne de chaque pape de la hiérarchie catholique romaine. Leur hostilité n'a d'égal que leur délire millénariste, les établissant fortement dans l'incertitude que c'est le Christ lui-même qui viendra sur terre substituer au catholicisme une nouvelle religion confinant en définitive à un pseudo-christianisme. » La certitude que c'est le Christ lui-même qui viendra sur la terre substituer au catholicisme une nouvelle religion confinant en définitive à un pseudo-christianisme. Il n'y a pas de question, nous sommes très près du jour où l'arrivée du Seigneur sera universellement annoncée, quand la gloire éclatante de sa présence sera révélée par le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et toutes les fabrications d'impostures seront balayées. Cela inclura tous les concepts autour desquels les rites idolâtres et les cérémonies du catholicisme romain sont édifiés, et sera aussi rapporté le rejet du judaïsme. Ok, intéressant. Fin de la citation.
Ce passage présente un certain intérêt en ce qu'il révèle clairement le dessein d'établir une nouvelle religion basée sur un Christ qui n'est pas celui de l'Évangile. Une religion sans dogme par élimination des concepts entre guillemets du catholicisme, sans liturgie, sans cérémonie, sans sacrement considéré comme rite idolâtrique et universalisant en fin de compte, un judaïsme lui-même sourd à la voix de ses lointains prophètes. Le modernisme ne s'approche-t-il pas déjà de cette nouvelle religion ? Cette nouvelle religion, c'est d'abord dans la ligne du protestantisme classique, une interprétation libre de l'écriture découronnée de la tradition. Toute la littérature British Israel est remplie d'un évangélisme de convention, autorisant la plus grande licence vis-à-vis des fondamentales vérités de l'évangile. L'évangile du British Israel ne contient d'autres critères de foi que la foi en la matérialité d'un royaume de Dieu sur terre, c'est-à-dire en un impérium politique exercé par les descendants d'Israël. Dans cet esprit, on soutient que l'Église catholique s'est toujours opposée à la prédication de cet évangile déclaré le seul vrai, je cite, « La puissance française était un des gardiens de la foi catholique, romaine, et comme la puissance italienne, elle avait la caractéristique intolérance religieuse de l'Église romaine, dont le système a toujours été hostile à la prédication de l'Évangile. » James McVierter dans le National Message. L'antagonisme entre cet évangile du royaume professé par le British Israel et la prédication catholique est en effet bien réel. Donc la nature véritable du Christ qui ouvre la voie à un messianisme collectif et racial, celui du judaïsme post-christique. Peut-être ici et là trouvons-nous des affirmations contradictoires qui peuvent servir de prétexte aux adeptes et partisans du British Israel pour contester la valeur de ces négations, mais il leur sera difficile d'y parvenir devant une page comme celle-ci où d'ailleurs la falsification de l'évangile est trop visible, je cite, « Dieu est une famille, un royaume, non une trinité limitée. La doctrine de la Trinité a été établie dans ce monde à partir du concile de Nicée. C'est sûrement la suite de la païenne trinité babylonienne de Nemrod, Sémiramis et Horus, l'œil d'Horus, le Père, la Mère et l'Enfant, sauf que dans ce cas, les églises apostases ont substitué le Saint-Esprit à la mère Sémiramis et l'ont appelé une personne. Saint Jean a dit, car ils sont trois, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et les trois sont un. Ce verset n'est pas inspiré, il n'a pas été écrit par l'apôtre Jean. Au lieu d'enseigner la Trinité, Matthieu 28, 19 enseigne que Dieu est une famille croissante ou un royaume dans lequel nous pouvons entrer. Dieu est une famille, un royaume, et non une trinité. Herbert Armstrong de Pasadena. Sous la parodie de notre effective adoption divine et par la grâce du Christ se cache un indéniable panthéisme dont la parenté avec le gnosticisme, voilà on y vient, j'en parlais tout à l'heure, la gnose, des hautes maçonneries est évidente. Le gnosticisme des hautes maçonneries est évidente. Nier la Trinité, et avec quelle force, c'est nier l'existence personnelle du Verbe, et par conséquent la divinité de cet homme qui s'appelle le Christ. Déclarer que nous pouvons nous intégrer à un Dieu famille, entre guillemets, c'est-à-dire à un Dieu collectif, c'est proclamer du coup la seule réalité d'une divinisation de l'homme, et par conséquent de la seule religion de l'homme. Que peut donc être alors un Christ impersonnel, sinon le produit évolutif d'une assomption de l'humanité dans la plénitude du divin ? Je cite, « L'humanité dans sa totalité est alors le seul Dieu personnel, vous savez, le Personal Jesus dont je vous ai souvent parlé, qui est un morceau de Depeche Mode, qui a repris Marilyn Manson, etc. Le seul Dieu personnel est le Christ et la réalisation ou la perfection de cette divine personne. L'humanité dans sa totalité est alors le seul Dieu personnel, et le Christ est la réalisation ou la perfection de cette divine personne. » Ça, c'était une citation du Mystic Massory. C'est un acheminement, je cite, à travers le chaos du monde vers le Christ cosmique. Professeur M. Murray. Le Christ humanité et cosmique à la fois, n'est-ce pas celui qu'enseignait le prêtre apostat Roca, disciple et ami des mages du siècle dernier, et que suggère aussi Teilhard de Chardin ? Sans souci des pires incohérences, le monde de demain ne craint pas cependant d'affirmer la divinité de Jésus-Christ, mais avec un retour sur son humanité qui prouverait plutôt le contraire, d'autant plus que l'ensemble de l'article et sa conclusion ne nous laissent de lui que l'image d'un grand inspiré avec un grand I, attaché à dominer les penchants de sa propre nature afin de n'être pas perdu pour l'éternité. C'est donc une autre foi que prêche le British Israel, un pseudo-christianisme enrobé de piétisme. C'est aussi un autre évangile inspiré par un biblisme de fantaisie. Je cite, « Le vrai évangile que le Christ a prêché
affirme le monde de demain, et annonçant un royaume à venir auquel accéderont les croyants à la nouvelle fantastique apportée il y a 2000 ans pour notre époque, celle d'un nouvel ordre du monde. C'est donc encore une autre église, invisible, au-dessus de toutes, quelle qu'elle soit, sans dogme, sans morale, quoique professant un vague moralisme plus théorique que contraignant, sectaire en raison de son opposition à la doctrine et à la hiérarchie catholique et universelle, parce que sans contenu positif, se définissant tout entière par une négation générale dissimulée derrière les extravagances d'un messianisme illuminé, messianisme millénariste qui supprime la foi dès ici-bas, je cite, « Quand le royaume de Dieu sera établi, nous n'aurons besoin de croire en aucune chose au sens religieux du terme, car nous serons capables de voir l'unique être surnaturel. Nous n'aurons besoin que de croire nos yeux. » Citation du The Anglo-Saxon World numéro 17. Matérialisme utilitaire. Nos yeux nous tromperaient doublement sur le Christ et sur son gouvernement. Le second avènement annoncé par British Israel sert de point de fuite à toutes les perspectives de ses visées politiques. Le Christ régnera. Notons d'abord qu'il régnera, dit-on, je cite, avec les saints et les vrais chrétiens convertis à la nouvelle foi, le monde de demain. Dans ce royaume promis à la naïveté des fidèles de sa contre-église, l'image de son faux Christ s'effacerait bientôt comme un fantôme pour ne laisser que les saints au pouvoir. Cette foi ne fait que couvrir de son ombre l'entreprise d'asservissement de l'humanité, un gouvernement mondial qui exercerait prétendument au nom de Dieu les élus qui se proclament le peuple d'Israël. Waouh. Alors ça tape fort, hein, cette dernière phrase, je vais la répéter. Cette foi, donc du faux Christ, ne fait que couvrir de son ombre l'entreprise d'asservissement de l'humanité à un gouvernement mondial. Communisme. Nous sommes habitués depuis quelques années à voir des jeunes gens et même des ecclésiastiques adressés non pas à Dieu mais au communisme d'instants appels pour libérer l'humanité. Mais il faut savoir aussi que le British Israel est par nature le culte de la révolution. Et de la révolution, les mains jointes et les yeux levés vers le ciel. Voyons cela. Son royaume de Dieu sur terre, si attendu, il l'oppose au matérialisme. Son état théocratique, il l'oppose à la séparation de l'Église et de l'État. Son néo-christianisme s'oppose à l'idée de la mort de Dieu. Son millénarisme aux vaines misères du temps, son judéo-christianisme à l'athéisme, etc. Mais le communisme, on le vitupère, dira-t-on, car il n'est pas le régime du monde vivant sous les lois de Dieu. Vous croyez ça ? Oui, si vous lisez dans les publications du British Israel de nombreuses déclarations dont la sainte banalité fait classe de style. Mais il en est d'autres qui expriment une réalité tout à fait contraire. Rappelons-nous l'histoire maintenant bien connue, ou qui devrait l'être, du déclenchement de la révolution de 1917 par les puissances financières. Jacob Schiff, Kuhn, Loeb, Warburg, qui dès cette époque visaient la destruction de l'ancien monde pour instaurer le nouvel âge. Non sans raison, le Don Bell Report voyait là un grand pas en avant des conspirateurs pour forcer l'Occident à accepter un gouvernement mondial. Warburg a dit lui-même devant le Sénat américain qu'il en serait ainsi de gré ou de force. Alors, Sarkozy avait dit un peu la même chose, et aussi le père de Bush. Et judicieusement, le même organe ajoutait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, celle de 40, la création du monde de l'Ouest comme thèse et de l'Est comme antithèse devait conduire à ce gouvernement comme synthèse. C'est-à-dire problème-solution égale réaction. Nous n'en sommes pas loin, la politique soviéto-américaine de 1973 en témoigne. Et c'est exactement ce que veut le British Israel. Afin de réaliser le nouvel ordre du monde, il faut briser, il faut détruire ce qui reste de la civilisation chrétienne. C'est ainsi qu'en novembre 1933, dans le National Message, son organe officiel, on pouvait lire qu'on voulait se servir du système soviétique pour établir le Commonwealth du monde, que le communisme était un moyen de bouleverser les nations européennes. Je cite, « Il semble maintenant, poursuivait-on, que sans doute si le système soviétique travaillait pour le profit, il y aurait des possibilités économiques qui doivent être fatales au capitalisme que nous avons connu jusqu'ici. Sans doute si le système soviétique travaillait pour le profit, il y aurait des possibilités économiques qui doivent être fatales au capitalisme que nous avons connu jusqu'ici. Il peut même arriver que le premier succès de l'expérience russe soit tel qu'une grande partie du monde suivra son exemple et s'acheminera vers le communisme. » Fin de citation. Le 19 novembre 1937, au cours d'un déjeuner à l'hôtel Astor à New York City, Murray Butler, un des prophètes les plus autorisés du British Israel, disait à Lord Cecil
le communisme est l'instrument avec lequel on jettera par terre les gouvernements nationaux en faveur d'un gouvernement mondial, d'une police mondiale, d'une monnaie mondiale. Instruments de destruction et moyens de terreur, ces criminelles théories ne sont pas restées, loin de là, à l'état de discussion dans un cercle clos. Des hommes politiques, des écrivains, avocats, professeurs sortant des Rhodes Scholars, des Fabians, du British Israel, sportulaines de très puissantes Tax Exempt Foundations, en ont infesté les USA et l'Occident, comme le prouvait localement le rapport présenté au Congrès américain en 1955. Sans doute, prétendent-ils, les soviets seront abattus lorsqu'ils auront terminé leur besogne. Belle promesse, pour le jour de l'avènement du Seigneur. Et quand cela serait, nous n'en serions pas moins alors sous la férule d'un régime totalitaire, nous n'en serions pas moins communisés, pour tout dire, parce qu'il nous réserve un système économique et social extraordinairement ressemblant à celui des soviets, quoiqu'il n'en porte pas le nom. Système économique. La nouvelle économie du British Israel a son fondement dans le créditisme. Tel qu'on l'enseigne, le créditisme n'offre guère de moyens de concevoir avec précision ces techniques et appareils financiers, d'autant plus que ses adeptes se défendent vigoureusement de toute qualification financière. Cependant, son principe assez clairement exposé peut en faire connaître la nature et le but. Les créditistes critiquent, à juste titre d'ailleurs, le système bancaire actuel, sa détention et son usage abusif de la majeure partie des capitaux. Ils préconisent un autre système de distribution des biens de consommation et des crédits à la production. Pour le créditisme, l'interdépendance des producteurs et la complexité croissante de la société moderne exigent qu'il soit fait une équitable répartition des accroissements continus du revenu national. Elle le serait au moyen d'un dividende attribué à tous et à chacun des membres du corps social, et cela de telle manière que la rétribution du travail serait équitable, que les pensions de retraite, les frais de maladie, la subsistance des enfants, bref, tous les besoins seraient satisfaits et que même on pourrait arriver à la disparition progressive du salariat. Ce n'est pas tout, le créditisme assis sur les réalités de la production garantirait aussi le financement des nouvelles productions et ainsi serait supprimé le privilège et l'abusive exploitation des richesses naturelles et produites qui sont le propre du système capitaliste actuel. Alors, avant de nous poser des questions, disons dès à présent que tout cela nous est proposé dans de bons sentiments, dont on ne nous ménage ni la sincérité, ni les promesses, sans pour autant, ajoutons-nous, qu'on puisse nous en garantir l'orthodoxie. Selon D.S. Milne, l'un des théoriciens du créditisme, dans son ouvrage Economics Phase of Divine Law, l'économie face de la loi divine, titre à vrai dire qu'il ne manque pas d'élan vers le bonheur éternel, la responsabilité de la justice distributive est passée, dans nos sociétés démesurées et complexes, de l'individu à la communauté. Voilà déjà qui est bien rassurant pour l'insensibilité bourgeoise et nous fait pressentir l'avènement, enfin, d'une charité aussi universelle qu'administrative, laïque et obligatoire. Oui, une charité obligatoire. En effet, la conscience individuelle, dit-il, devient conscience communautaire. Le vieillard, le malade, relève moins de la responsabilité familiale que de la responsabilité sociale. Fin de la citation. Quel délicat allègement de la conscience de qui abandonnera son enfant au coin de la rue et de ceux qui rêvent de reléguer leur vieille mère à la cave ou au grenier. Et s'il en reste un seul, nous n'aurons plus à ajouter une piécette à ce clochard qui nous tend sa sébille en jouant de l'harmonica dans les couloirs du métro. Reconnaissons que le créditisme se part de séduction quand ses adeptes, et Milne le premier, font appel à sa faveur à des principes religieux et moraux dont l'autorité est hors de toute discussion. Commandement divin de l'amour du prochain, devoir de la propriété qui sont en dépendance de la justice sociale ou légale, usage commun des biens, usage commun des biens. Le créditisme viendrait donc à la rescousse des innombrables félicités qui nous attendent au royaume de Dieu sur la terre annoncé par British Israel. Cependant, c'est ici que nous commençons à nous interroger. Nous hésitons grandement à porter le créditisme sur les fonds baptismaux, quand bien même d'éminents théologiens socio-financiers seraient prêts, eux, à le plonger dans les ondes saintes de leurs homélies. Dans quelles encycliques pontificales, si catégoriques sur le principe de l'usage commun des biens, le créditisme est-il tenu pour le système adéquat concrétisant la doctrine, pour le légitime et unique enfant du magistère? Le British Israel lui-même ne nous convaincra pas de sa céleste et miraculeuse filiation quand il affirme que le major Douglas, son inventeur, fut interrogé sur la merveille par les soviets qui en avaient saisi le principe, et que le fait que la Russie athée n'ait pu s'attacher au principe libérateur du crédit national en place de l'esclavagiste crédit bancaire est vraiment significatif. Fin de la citation. National Message.
Les soviets n'ont sûrement pas fui le créditisme à cause de sa bénédiction par le British Israel. Ils ont peut-être, comme nous, aperçu l'absence des distinctions qui s'imposent entre la nature du capital et la rémunération du travail, entre les crédits de financement et de consommation, et d'autres crédits requérant des techniques et des critères différents de mobilisation. Que penser aussi de ce que l'on proportionnerait le crédit national aux ressources globales de la nation, richesses naturelles ou produites, compétences, nous dit-on, et progrès, bref, toutes les plus-values matérielles et morales? Beau travail pour les analystes d'État qui ne trouveraient sûrement le paramètre que dans la gloire éternelle. Et nous oublions les pertes. Tels les trous de gruyère, on s'en nourrirait comme des plats. Supposons qu'on veuille bâtir une tour de 35 étages. Productivité à promouvoir. Et l'on bâtit, la tour s'écroule. C'est déjà arrivé. On aura tiré les dividendes individuels de l'année, plus les crédits de financement sur un effondrement, sans compter les frais d'enterrement des victimes et l'indemnisation des familles. Ça coûtera cher l'année prochaine, mais ça ne fait rien. Le crédit est nationalisé et les banques avec lui. Elles n'ont plus rien à craindre et la ménagère sera contente. Nous ne cachons pas notre admiration. Mais où donc le prestigieux Major Douglas a-t-il reçu l'illumination de ce génial et définitif remède aux misères de l'humanité ? Peut-être, mais nous n'en savons rien, en a-t-il reçu la grâce à la lecture d'un texte plus ancien que son œuvre, dont l'antériorité n'est pas douteuse. Le voici, je cite. « Nous remplacerons les bourses par d'immenses institutions de crédit officielles dont le rôle sera de taxer les valeurs industrielles conformément aux indications gouvernementales. Ces institutions seront à même de lancer en une seule journée pour 500 millions de valeurs industrielles sur le marché ou d'en acheter pour autant. Ainsi, toutes les entreprises industrielles dépendront de notre gouvernement. Vous pouvez imaginer quelle puissance nous acquérerons par ce moyen. » Protocole des sages de Sion, texte Boutmi. En rajeunissant ce texte, dont la rédaction sent la fin du siècle dernier, le créditisme, c'est bien cela. Mais celui-ci ne va pas sans modification du système monétaire avec démonétisation de l'or. Démonétisation de l'or, ouais. Il n'est donc pas sans intérêt de connaître sur cette question, aujourd'hui en vedette et dont nous parlerons plus loin, la position du British Israel, dont les supporters à peine occultes sont précisément ces puissances internationales qui, surtout de Wall Street et de Londres, tendent à la maîtrise économique de la planète à travers des crises financières organisées. Je vais relire cette phrase. Wall Street et Londres tendent à la maîtrise économique de la planète à travers des crises financières organisées. Comment en effet mobiliser le fameux dividende du créditisme? Par des bons substitués à la monnaie? Par des titres convertibles dans la monnaie courante? Alors, ce qui peut être le cas d'une crypto-monnaie. C'est plus probable, mais à la condition, le créditisme ayant vocation internationale, qu'intervienne une mondialisation, au moins progressive, du système des paiements et des charges. Oh, les arguments invoqués en faveur de ce changement sont d'ordre moral. Il faut ménager les convenances pour faire passer les artifices. La spéculation, les coups de bourse, le monopole des instruments de crédit, les miracles du crédit en compte, le terme, la monnaie, moyen d'enrichissement substitué aux biens matériels et au travail, toutes les choses qu'évidemment un chrétien doit être le premier à condamner et que Pie XI a dénoncé dans son encyclique Quadragesimo Anno, sont alors l'objet d'une vertueuse désapprobation présentée comme la sainte trouvaille du céleste British Israel. Il n'est pas jusqu'au profit qui ne soit exorcisé. Cette abomination du profit, où se pointe discrètement l'idée d'un marxisme en douceur. Écoutons d'abord Ash Rand de la Anglo-Saxon Federation of America, discourant au Grand Rapide en octobre 1935. Je cite, « Nous avons à changer notre système monétaire car Dieu ne pardonne pas l'usure. La monnaie doit être utilisée seulement comme moyen d'échange et non comme une richesse pour accumuler d'autres richesses. L'argent ne peut provenir que des biens et services et produire lui-même la richesse. Que l'usage de l'argent comme richesse soit désastreusement corrompu. C'est évident dans la situation financière de notre pays d'aujourd'hui. Deo gratias. Amen. » Mais que n'allait-il dire cela, les yeux dans les yeux, à Carnegie, Rockefeller et à ceux de Londres, Paris, Amsterdam et autres lieux? C'est sans doute parce que dans Destiny, organe de la même fédération, on annonçait en janvier 49 qu'on allait arriver un jour à une production pour l'usage et non pour le profit. Autrement dit, voyez et suivez le créditisme. Ou autrement dit, petite parenthèse, vous n'aurez rien, vous serez heureux. Mais hélas, cette pudeur financière ne pouvait montrer ses charmes sans malmener quelque peu une virginité monétaire intersidérale et The Montreal Star, l'étoile de Montréal, du 26 août 1940, déclarait, je cite, « Nous devons purifier le pays du mal.
par une réforme monétaire incluant la démonétisation de l'or. Incroyable, ça s'est fait finalement 33 ans après. Le mal, chère étoile, les purs de Wall Street ne pensent pas autrement, eux qui rêvent d'une fraternité mondiale dont ils seraient les patriarches, et les trésoriers bien entendu à l'aide d'une monnaie mondiale dont actuellement la presse et les Bilderbergers se font les apôtres. C'était un des premiers, Père Virion, à l'époque, à parler du groupe Bilderberg. En 73, je rappelle. Bref, je continue. Ainsi l'exposait H.G. Wells dans son ouvrage The New World Order, le nouvel ordre du monde, en commentant Clarence Strait, fameux auteur d'Union Now, Union maintenant, je cite, « Il est clair que pour l'Union fédérale, les nations ont appelé une à une à former l'Union mondiale, une monnaie commune signifie une identique vie économique dans toute l'Union. À tel point qu'une telle Union fédérale est l'ère d'un uniforme système économique. Il peut y avoir seulement quelques légères variations dans le contrôle de la vie économique. » Oui, Pierre Virion, il dit « Merci pour l'Europe ». Il ressort de ses conceptions économiques majeures encore D.S. Milne, prêchant pour les peuples, pour représenter quelque chose qui a déjà été produit en excédant du pouvoir d'achat disponible. Tandis qu'il est mauvais pour une banque commerciale d'émettre au-dessus de ce que la banque possède, il est bon et bien pour des gens d'émettre par le moyen de gouvernement pour distribuer ce qu'ils ont déjà produit. Oublieraient-ils que leur niveau de vie dépend de leur travail et seraient-ils tentés de s'arrêter et de jouir du dividende national sans porter leur charge, qu'un dur réveil leur serait réservé? La diminution de l'effort entraînerait la chute de la production et le dividende national disparaîtrait. Fin de citation. Le système supposant de lui-même l'intervention administrative et pour son fonctionnement une monnaie dont la valeur serait non pas rattachée à une marchandise modèle et indépendante, l'or, mais à l'estimative du pouvoir, tout espoir d'alors d'échapper au carcan créditiste et étatiste serait illusion. On imagine aussi, sous une dictature brutale, qu'il serait impossible d'éluder l'esclavagisme du travail lui-même, car le système ouvre toute grande la voie à un régime de fer connu en Russie soviétique sous le nom de stakhanovisme. Le docteur du créditisme D.S. Milne a beau poursuivre, je cite, « Mais nous avons vu que le nouvel âge au royaume de Dieu doit être un ordre chrétien et les étendards du Christ doivent prévaloir. » Fin de citation. À moins d'une angélification subite de l'espèce humaine, le système fonctionnerait sous la férule des saints, entre guillemets, du British Israel. Que d'étranges et ridicules prolégomènes pour déguiser pieusement le vaste plan d'un impérium universel, car il ne s'agit de rien moins que d'un empire global où, je cite, n'entrera aucun élément de souveraineté autre que l'édification d'un nouvel ordre du monde qui reconnaîtra la seule suprématie de celui dont il est parlé. Montréal Star. C'est l'acte de baptême du fameux gouvernement mondial dont maintenant on ne cesse plus de nous annoncer l'avènement. Du 3 au 5 mars 1942 se tint une conférence à Delaware, Ohio, sur les bases d'une juste et durable paix. On y remarquait entre autres des représentants des diverses communions chrétiennes, et ces présences nous informaient déjà de l'emprise politico-religieuse du mouvement British Israel, dont on pouvait discerner l'autorité derrière les discussions auxquelles se livraient les participants. Assurément, la conférence avait un caractère international. John Foster Dulles, secrétaire d'État, assistant de Dean Acheson dans l'administration Truman, y présidait, entouré de personnalités politiques américaines et étrangères, l'ambassadeur de Chine, le président de l'Assemblée des Nations Unies, William Patton de Londres, etc. Mais en conclusion, on énonça divers principes qui n'étaient autres que ceux depuis longtemps formulés par les fondations Carnegie, Rockefeller, Ford et les Rhodes Scholars, donc de la fondation Rhodes, pour la propagation de leur mouvement. Et quels étaient ces principes? Étonnant mais vrai, le premier c'était que l'homme est enfant de Dieu. Un autre était que les hommes sont libres de se déplacer, mais avec la permission d'un pouvoir international. Donc il dit, quelle différence ici avec la clientèle ou l'esclavage du monde romain? On y prenait la liberté de religion, de la parole, de réunion, de la presse, des arts, de la recherche scientifique, de l'enseignement. Toutes les libertés, même les plus subversives et contradictoires avec la paternité divine et la fraternité humaine qui en dérive, étaient proclamées, flattant les passions. Mais on y évoquait aussi l'établissement d'un pouvoir international avec ses moyens matériels de domination, une monnaie mondiale et une banque des banques, contrôlée soi-disant par la démocratie universelle. Ces idées propagées antérieurement par Wickham Stead, secrétaire des Rhodes Scholars, et le mondialiste très répandu Clarence Strait, auteur de Union Now, convergeaient toutes vers une chrétienté à rebours, vers un Commonwealth des nations,
expression qui revient souvent sous la plume ou sur les lèvres des leaders du British Israel. Donc, au fond de cette quincaillerie piétiste se cachait le formidable impérialisme des groupes financiers internationaux et des monstrueuses multinationales. Avec raison, le Congrès américain de 1940 posait déjà la question « Quels sont les promoteurs financiers de ce mouvement subversif pour un gouvernement mondial ?» Très bonne question. Mais ne résolvait-on pas au même endroit le problème quand un sénateur, l'honorable Thorkelson, déclarait que, je cite, « Les manipulateurs de la monnaie internationale veulent une union contrôlée par les Juifs dans le but d'établir leur propre gouvernement mondial. » On ne peut trouver témoignage, sinon plus complet, du moins plus officiel que celui-ci, égaré dans un compte-rendu d'assemblée du gouvernement américain, mais resté, on le comprend, lettre morte. Plus tard, M. Sutton, donc Anthony Sutton, se heurtera au même silence ou aux mêmes dénégations mystérieuses du monde académique, entre guillemets, officiel, lorsqu'il mettra en cause le financement des soviets par les États-Unis. Cet appui financier n'est pas pour nous étonner. Une fondation comme Carnegie Endowment a dépensé des millions de dollars pour tourner l'opinion vers le but du British Israel. Les autres Tax Exempt Foundation, donc les fondations exemptes de taxes, Rockefeller, Ford, les groupes bancaires internationaux, n'ont cessé jusqu'à maintenant, dans leur propre intérêt et par le jeu normal de leurs activités, de pousser à cette transformation du monde en un champ d'exploitation économique. Mais la caractéristique du British Israel, c'est de poursuivre ce but, la Bible à la main et au nom du Christ. Je cite, « L'évangile du royaume est le message du British Israel. » Herbert Armstrong dit lui-même de cette pseudo-chrétienté, je cite, « Voilà le royaume de Dieu, c'est la fin des gouvernements actuels. Ils deviendront alors les royaumes, les gouvernements du Seigneur Jésus-Christ, qui sera à ce moment-là le roi des rois. » Fin de citation, dans Le Monde de demain. Dans le National Message de novembre 1933, un long article en forme de prophétie annonçait, non sans erreur, il est vrai, les étapes de cette transformation en vue du nouvel âge et concluait « Le monde sera unifié dans une universelle nationalité. L'Angleterre ou le royaume anglo-saxon sera le centre de cette unité. » Donc là aussi, il y aura des égaux un peu plus égaux que les autres. La loi commune purifiée sera établie universellement avec une administration centralisée. Alors, le monde sera réorganisé sous la propre administration de notre Seigneur. En d'autres termes, le gouvernement de l'Europe sera transféré au gouvernement anglo-saxon sous le nouveau covenant conclu avec la maison d'Israël. Ok. Fin de la citation. Dans ce projet de gouvernement que les puissances maçonniques justifient pour leur part avec des arguments humanitaires, apparaît une religiosité révolutionnaire. L'honorable Thorkelson revient à maintes reprises sur ce point au congrès de 1940, sans cacher son indignation, je cite, « Le fait demeure, dit-il, que le British Israel veut établir un État mondial avec David comme roi et d'après leur publication avec Jérusalem comme capitale. » Sous le maquillage d'une pieuse eschatologie chrétienne, sous le grand avènement entre guillemets du Seigneur et son règne millénaire, moteur financier mondial, peut-il être possible que les banquiers internationaux en soient les partisans ? Peut-il être possible que ce mouvement soit lié à la loge du Grand Orient ? N'est-il pas vrai que le British Israel et ses promoteurs comprennent le groupe qui maintenant pousse à la guerre ? Et n'est-il pas vrai que ses partisans sont ceux qui contrôlent l'or et le crédit ? Fin de la citation. Voilà donc qui revient à dire, comme l'écrivait Henri Coston, que Wall Street est l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Ajoutons qu'il l'est aussi du monde civilisé, car les perspectives vers lesquelles on entraîne celui-ci sont celles de la Troisième Guerre mondiale. Voilà. C'est Pierre Virion le disait en 73. Les perspectives vers lesquelles on entraîne celui-ci, le monde civilisé, sont celles de la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Et cette Troisième Guerre n'est déjà plus une éventualité, mais une certitude qui doit répondre à la fois au biblisme échevelé du British Israel et aux intérêts des argentiers qui l'inspirent. Ézéchiel et Zacharie fournissent aux premiers les consolantes assurances du triomphe définitif d'Israël. Il ne s'agit pas ici de l'État d'Israël, on s'en doute, quoique. Dans le National Message de mars 1972, J.C. Sadler entrevoit déjà la défaite de la Russie soviétique comme ayant accompli sa mission destructrice de l'Occident. Pour les autres, les maîtres de l'or et du crédit, cette défaite doit conditionner leur suprématie universelle. Mais nous allons voir que l'optimisme de ces prophètes n'est pas pour eux une garantie. Rhodes Scholars et Fabians, donc la société Fabienne, en babouche. L'action du British Israel, des Rhodes Scholars et des Fabians, qui s'interfèrent à chaque instant, dépasse, nous l'avons dit, les limites des USA et de l'Empire britannique, et le plus souvent avec une subtilité qui déconcerte les esprits mal informés de leur méthode d'infiltration.
C'est ainsi qu'au Moyen-Orient, ils ont pris possession, peut-on dire, d'une secte religieuse en dissidence avec l'islamisme traditionnel pour en faire un succès d'année de leur mondialisme politico-religieux. Bab, l'élu, fondateur du Bahaïsme avec son fils, Baha'u'llah, la gloire de Dieu, déclareront leur mission inspirée en 1844. Malgré leurs incantations au Dieu unique, nous nous refusons quant à nous à leur reconnaître une qualification mystique, même celle de mystique du dehors, qui ne justifie pas leur talent poétique et qui s'accorderait mal avec leur doctrine sociale très marquée. Donc doctrine sociale très marquée par l'humanitarisme postérieur à la Révolution française. Le Bab et Baha'u'llah ont développé un mysticisme où se mêlent à l'islam un christianisme et un biblisme plus prononcés. Le succès de la secte lui valut au cours des ans à la fois des persécutions et de nombreux adeptes. Mais, et c'est ici que la chose nous intéresse, leurs appels publics à l'union de l'humanité au nom de l'amour universel et d'un Dieu unique, dépersonnalisant Allah, joint aux influences occidentales qu'accueilleront les deux fondateurs et leurs successeurs Abbas Effendi, 1844-1921, disposaient singulièrement le bahaïsme à devenir un véhicule de choix pour la diffusion du mondialisme au Moyen-Orient. Donc c'est surtout le petit-fils d'Abbas, Shoghi Effendi, le gardien de la cause, né en 1896, qui, introduisant cette conception politique dans la doctrine religieuse, transforma le tout en une sorte de British Israel à la mode islamique. En avril 1921, à l'âge de 25 ans, il fait ses études à Oxford au collège Balliol, un des plus purs foyers Rhodes Scholars et socialistes, voire même crypto-communistes de l'époque. Par la suite, ses ouvrages « Le but d'un nouvel ordre mondial et vers l'apogée de la race humaine » il faut que je les lise ceux-là, il faut que je me les achète, confirment éloquemment l'origine et la finalité de sa formation. On y voit que le bahaïsme, nouvelle révélation entre guillemets, supplantant l'autre, qui n'était qu'embryonnaire, base tout sur la reconnaissance universelle d'un seul Dieu et sur la fidélité à une révélation commune. Si l'on ne nous définit pas bien la nature de ce Dieu, nous pouvons avoir de lui-même une idée par l'œcuménisme de cette révélation, qu'il syncrétise toutes, la vraie comme les fausses, et donne accueil comme le British Israel à toutes les croyances. Elle nous apprend aussi que, je cite, « le présent ordre des choses sera révolu et un nouvel ordre se déroulera à sa place ». Il apparaît même que Clarence Strait, le grand docteur du mondialisme crypto-communiste dans les pays anglo-saxons, et dont nous avons déjà parlé, a mis sa marque authentique sur l'esprit Bahaï, au point qu'on y trouve dans les mêmes termes les mêmes théories. Création d'un parlement mondial avec un exécutif international au sommet d'un système fédéral du monde. En vous efforçant, suivant votre pouvoir de citoyen du monde, je cite, d'aider à étendre éventuellement le principe de fédéralisme, base du gouvernement de votre pays, aux relations actuelles entre les peuples et les nations du monde. Fin de la citation. Et comme le British Israel, choix d'une capitale mondiale et établissement d'un système uniforme et universel de monnaie. Manifestera-t-on quelque scepticisme sur la place occupée par le bahaïsme au Moyen-Orient parce que cette région subit politiquement l'influence soviétique ? Ce serait oublier que les soviets eux-mêmes, d'accord sur le principe du mondialisme, n'ont guère d'opposition à faire à sa diffusion, indépendamment de la dissidence qu'ils manifestent vis-à-vis de l'orthodoxie islamique. Il faut bien reconnaître la réalité de son expansion. En 1920, dans 40 pays, la plupart d'islam, il y avait des communautés bahaïs. En 1956, il y en avait dans 106 pays. On n'imagine pas que les élites musulmanes de culture occidentale, chez lesquelles la foi de Mahomet fait figure de respectable coutume, ne soient plutôt portées vers ce mondialisme en turban et babouche qui ne le cède en rien, en son fond, à celui des Rhodes Scholars et du fabianisme. Réalité. Ici on a le chapitre Atlantisme et mondialisme. Tel est en résumé le mouvement British Israel. Nous ne prenons pas comme article de foi ses espoirs de placer sur le trône de David la dynastie de Sa Majesté britannique, d'autant plus que de l'autre côté de l'Atlantique, nombreux sont ceux qui revendiquent cet honneur pour les maîtres réels de Wall Street, ou peut-être aussi pour quelques sommités du fixing de Londres. Tel qu'il est cependant, ce mouvement est le plus significatif des temps présents. Mais dans l'Europe de l'Ouest, l'opinion qui à coup sûr pressent le danger tout en constatant cependant son impuissance, écrasée qu'elle paraît sous le poids des événements, en voit-elle au moins la cause et les perspectives ? Voilà un nouveau doute que nous ajoutons aux autres. Il faudrait pour cela qu'en face de l'énorme supercherie de l'affaire du dollar et de l'or, qu'en face des accords Nixon-Brejnev, de l'atlantisme prêché par Kissinger et de la guerre du pétrole, la mémoire ne lui fit pas défaut.
Elle remettrait les vieilles nations chrétiennes en face des réalités sous-jacentes à tant de sinistres comédies, et sans doute alors celles-ci verraient-elles mieux où est leur intérêt et leur salut. Qu'on nous permette donc ici quelques précisions en rétrospective. Le mondialisme, tel que nous venons de le voir, date de loin, et sans rester dans le domaine de la théorie, il a très vite exercé sur la politique internationale une influence prolongée qui porte aujourd'hui ses fruits empoisonnés. C'est avant la Deuxième Guerre mondiale que le New Deal, animé par l'équipe du Brain Trust, le trust des cerveaux, parvint au pouvoir aux États-Unis avec le président Roosevelt qui leur servait de caution et de paravent. Et déjà, ils avaient poussé à fond jusque dans les faits les réalisations de la convergence doctrinale américano-soviétique. Le franc-maçon Roosevelt cumulait avec ses titres maçonniques les honneurs de plusieurs sectes ésotériques et pseudo-religieuses. Il était grand cèdre des cèdres du Liban et membre du Shrine of Temple. Possédé par le double illuminisme de sa supériorité personnelle et de champion d'une paix mondiale imposée par l'alliance des États-Unis et de l'URSS, il a poursuivi son rêve en appelant autour de lui au gouvernement des disciples de Clarence Strait et des communismes confirmés. Avec cet entourage, il est un des grands responsables de la Deuxième Guerre mondiale. Dans l'irremplaçable ouvrage de Bernard Fay, La guerre des trois fous, la plus minutieuse et saisissante enquête que nous connaissions sur ce sujet, on suit tout au long de la guerre la série tragique des erreurs où l'a poussé la démente fascination qui exercèrent sur lui Staline et la Russie, jusqu'à faire de lui à la fin l'auteur de la désagrégation de tout l'Occident. À la désastreuse conférence de Yalta en 1945, il avait emmené avec lui, comme conseiller, Harry Dexter White, lancé dans l'administration américaine par Morgenthau, donc qui était banquier, et Alger Hiss, épaulé par Dean Acheson. L'un et l'autre étaient agents communistes. L'aveuglement de Roosevelt était tel que, prévenu plusieurs années auparavant par Whittaker Chambers, ancien agent communiste lui-même et converti au catholicisme, il éclata de rire et ne voulut rien entendre. Je cite: « Je vis, dit Chambers, que les communistes étaient beaucoup plus solidement établis dans le gouvernement que je ne l'avais supposé, et que tout effort pour les démasquer ou les déloger était fort compliqué par la situation politique dans laquelle ils s'étaient insérés comme des parasites. » Dans la personne d'Alger Hiss et de Harry Dexter White, le Soviet Militant Intelligence, je connaissais pas, le SMI, était établi près du cœur du gouvernement des États-Unis. Dans les années qui suivirent ma rupture avec le parti, la section secrète devint beaucoup plus formidable. Hiss devint alors assistant secrétaire de la trésorerie. Fin de la citation. Dans cette situation, dont l'histoire n'offre presque pas d'exemple, ces agents d'une puissance ennemie étaient en mesure de faire beaucoup plus que de soustraire des documents. Ils pouvaient influencer la politique étrangère de la nation dans l'intérêt de son principal ennemi, et cela non seulement en des occasions exceptionnelles comme Yalta, ou par le clan Morgenthau pour la destruction de l'Allemagne, plan généralement attribué à White, mais par l'effrayant total des décisions qu'il prenait ou faisait prendre journellement. Fin de la citation. Le traité Atlantique Nord a été signé le 4 avril 1949. Il a été signé entre d'une part l'Angleterre, la Belgique, la France, les Pays-Bas, le Luxembourg, liés par le traité de Bruxelles, dit traité des 5, 17 mars 1948, et d'autre part les États-Unis et le Canada. Il a donné lieu à la formation de l'OTAN, organisation du traité Atlantique Nord, en anglais NATO, North Atlantic Treaty Organization. Il consacrait la solidarité militaire de l'Europe occidentale avec les États-Unis, mais il emportait deux autres conséquences pratiques. Le continent ouest européen passait sous la protection des États-Unis et il concrétisait la nette séparation de l'Europe en deux blocs sous l'influence de deux puissances qui s'en disputaient la domination, les États-Unis et la Russie soviétique. C'était en somme la suite de Yalta. Ces conséquences, au-delà de la nature militaire du traité, étaient si réelles qu'à peine fut-il signé, la Federal Union, puissante organisation animée par Clarence Strait, faisait bruyamment campagne pour son élargissement au plan politique afin d'en faire le lien d'une sorte de fédération entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et puis l'Europe de l'Ouest. Clarence Strait jouissait et jouit encore d'une renommée d'émérite docteur, de grandissime prophète du mondialisme. Né le 21 janvier 1896, il fit ses études à l'université de Montana, puis en Sorbonne à Paris, et enfin à Oxford, où il devint, comme il se doit, Rhodes Scholar, c'est-à-dire un étudiant financé par la Fondation Rhodes. En 1929, et pendant 10 ans, il fut correspondant du New York Times à la Société des Nations, et ensuite président de la Federal Union.
Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont nous ne retiendrons ici que les 3 principaux, Union Now with Britain et Atlantic Union North. Clarence Strait a commencé par prêcher, avec succès d'ailleurs, l'incorporation des États-Unis et des démocraties européennes dans l'Empire britannique comme base d'un gouvernement mondial. Intéressant, hein. Prêcher l'incorporation des États-Unis et des démocraties européennes dans l'Empire britannique comme base d'un gouvernement mondial. En 1949, après le traité, il créa l'Atlantic Union qui se donne pour but d'incorporer les nations de l'OTAN en une seule union atlantique. C'est le programme de Kissinger. Maintenant, il préconise, au-delà de l'OTAN, un gouvernement mondial de toutes les nations, même communistes. La forme de ce régime universel serait socialiste, conformément aux théories du Fabian Bureau International. Oui alors, ça fait FBI, hein, Fabian Bureau International, créé encore par Strait en 1941. Clarence Strait a exercé une influence prestigieuse aux États-Unis dans toutes les professions, surtout libérales, et au-delà des frontières des USA dans le monde entier. Sa doctrine, largement diffusée par l'Atlantic Union, a séduit la plupart des hommes politiques américains et beaucoup d'étrangers. Paul-Henri Spaak, le ministre belge, secrétaire général de l'OTAN, en est un brillant exemple. C'était le rêve de Cecil Rhodes, amplifié et remodelé selon le socialisme international des Fabians. Pour amorcer le rassemblement universel sous un gouvernement mondial, l'Union Now, pensait-on, devait englober 15 nations, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la France, la Belgique, la Hollande, la Suisse, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Irlande, l'Autriche, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Et l'idée n'était pas neuve, je cite, « Le monde atlantique, c'était, en ce monde seul, écrivait H.G. Wells, un pionnier du fabianisme. Qu'une classe et une amplitude suffisante de pensée et de discussion sont possibles pour un adéquat développement de la conspiration ouverte. Dès lors, l'Atlantic Union, les World Federalists, ne manqueront plus de harceler le Congrès américain pour obtenir de lui des déclarations mondialistes retentissantes, la plupart du temps sous l'inspiration de C. Strait. Avec un nombre impressionnant d'organisations subventionnées de près ou de loin par les Tax Exempt Foundations de Rockefeller, Carnegie, Ford et Warburg, ils infesteront l'opinion, les universités, la jeunesse, la presse par leur battage contre les souverainetés nationales et le patriotisme. Puissamment épaulée en cela par la propagande communiste, seule cette dernière, dénoncée et redoutée par les milieux de bourgeoisie occidentale, servira de masque à l'effroyable trahison Est-Ouest du mondialisme socialiste et totalitaire. Je trouve que c'est un bon terme, cette petite parenthèse qui décrit bien le monde qu'ils souhaitent nous faire. Le mondialisme socialiste et totalitaire. C'est exactement ça. C'est la Chine, quoi. Et cependant, la convergence des entreprises est réelle et bien visible à qui se donne la peine d'un examen sommaire. Sous des dehors différents, l'identité des programmes, avouée d'ailleurs par Eisenhower lui-même, est frappante. Au congrès de l'Internationale communiste de Moscou en 1936, le programme de Staline fut exposé en 3 points. Premier, amener au socialisme l'économie de toutes les nations, particulièrement des démocraties capitalistes occidentales. Particulièrement les démocraties occidentales. Donc c'est nous, les ennemis qu'ils visent en tout cas pour tout écraser vers le bas. Ce sera nous les premières victimes, enfin si je comprends bien. Deuxièmement, provoquer l'union fédérale de ces nations socialistes. Troisièmement, amalgamer toutes les unions fédérales en une union à l'échelle du monde. Le maître à penser, C. Strait, ne disait pas autre chose dans ses ouvrages Union maintenant, 1939, et Union maintenant avec la Grande-Bretagne, 1941. Lorsque le 25 avril 1945 s'ouvrit la conférence des Nations Unies pour la formation de l'ONU, c'est Alger Hiss, malgré les révélations du FBI, qui sera secrétaire de la conférence, amenant avec lui une délégation américaine de 46 membres du CFR, donc le Council on Foreign Relations, dont Owen Lattimore, Dexter White, autres agents communistes avec lesquels voisinait Foster Dulles. Le monde politique européen n'avait d'ailleurs pas été exempt de connivence. C'est en 1952, à Londres, lors de l'Assemblée mondiale des parlementaires pour le gouvernement mondial, qu'on mit en projet la constitution d'une force de police internationale dont les troupes de toute nation seraient toujours stationnées dans un pays autre que le leur. Exemple, des Russes aux USA, etc. Ce n'est plus guère une nouveauté de signaler la puissante influence dans le monde politique européen des Bilderbergers. Alors là-dessus, Virion, c'était un des premiers francophones à parler de Bilderberg, là en 73. Voire bientôt un gouvernement mondial, page 85.
Ces mondialistes très amis des Rothschild et d'allure plutôt financière, dont les réunions sont tenues secrètes, poursuivent inlassablement leur but, un gouvernement mondial et une monnaie mondiale. En 1958, le 12e banquet annuel des World Federalists reçut les compliments du président Truman et d'Eisenhower. Nixon, de son côté, a toujours appuyé fortement le mouvement. Nixon, Brejnev, Kissinger. Multiplier les témoignages et les faits remplirait plusieurs volumes dont aussi bien le contenu se trouvait part dans une multitude de périodiques et d'ouvrages. Hâtons-nous donc plutôt d'en arriver au problème angoissant de nos jours. Richard Nixon, tantôt opposé à Nelson Rockefeller, tantôt protégé par lui, a toujours fait figure de brillant opportuniste. Donc cet ouvrage a été écrit par Pierre Virion quand Nixon était encore au pouvoir. Donc c'est quand même pour dire que c'est pas récent. Lorsque les soviets manifestaient leur faveur à Eisenhower, ils affectaient d'être en froid avec lui, mais ils le ménageaient. Peut-être se réservait-il en lui un futur allié. Il n'a pas appartenu pour rien au terrible CFR, Conseil des Relations Extérieures. On connaît ses jongleries sur les mots en isme, communisme, capitalisme, etc., qui marquent son idée centrale de planification universelle et ses approches régionales pour le développement des besoins et pour l'évolution d'un nouvel ordre du monde. Le mot est de lui dans Foreign Affairs de octobre 1967, organe officiel du CFR, lorsqu'il envoya Charles Yot comme ambassadeur des USA à l'ONU. Il savait très bien que celui-ci avait fréquenté l'université de Moscou en 1934 et qu'il était en 1936 ami intime d'Alger Hiss, l'agent communiste. Son mondialisme ne date pas d'hier, puisque World Government d'octobre 1948, organe des fédéralistes, le signalait comme ayant soutenu leur résolution de gouvernement mondial 2 années de suite, et qu'en 1951, la même publication le portait comme patronnant la même résolution pour une union fédérale des démocraties, proposée d'abord par une vieille connaissance, Clarence Strait. Maintenant apparaît au grand jour, après tant d'années d'incubation, tant de patientes préparations souterraines, le projet du nouvel ordre du monde poursuivi par messieurs Nixon et Kissinger lors des entretiens entre Washington et Moscou de juin 1973 et des ouvertures à l'Europe de l'Ouest pour la modification de la charte atlantique. Mais en premier lieu, qui donc est monsieur Kissinger ? Né le 27 mai 1923 à Fürth, Allemagne, naturalisé américain en 1943, il fut élève puis professeur à l'université de Harvard. Membre très influent et chargé de recherche politique du CFR, il devient conseiller de Nelson Rockefeller en 1963, puis de Cabot Lodge en 1965 pour le Vietnam. Il ne pense pas que les USA puissent être sûrement victorieux dans une guerre extérieure avec les communistes. Les armements nucléaires ont donc plutôt pour lui un rôle de dissuasion. Dans son ouvrage Armement nucléaire et politique extérieure, 1957, à l'encontre de la violence préconisée par les vautours ennemis déclarés des soviets, il estime préférable un modus vivendi, quitte à les réduire plus tard peu à peu par des moyens économiques et des conflits partiels, où estime-t-il les USA ne seront pas battus. Kissinger est donc connu de tous les milieux américains comme partisan de l'équilibre, Washington, Moscou, Pékin. Pareillement, en effet, il estime qu'en ce qui concerne Pékin, un bon règlement en Indochine serait susceptible de rendre la Chine plus malléable. En bref, doctrinaire du triangle Washington-Moscou-Pékin pour le partage du monde, Kissinger est de ce fait partisan actif de l'atlantisme. Telles sont les raisons qui ont amené Kissinger au pouvoir aux côtés de M. Nixon. C'est pourquoi depuis les entretiens de juin 1973, on parle beaucoup de cet événement comme annonciateur du nouvel ordre du monde. Un hurluberlu du Parlement français, ébahi par ces conversations, y voyait poindre, sans bien se comprendre lui-même, l'aurore d'une nouvelle civilisation. Il faudrait s'entendre, les deux grands qui ne se nourrissent pas d'abstraction ne se sont pas entretenus d'un ordre moral éthéré, sans parler entre eux des pays tiers comme ils l'ont d'abord prétendu. C'est bel et bien sur le dos de ces derniers qu'ils ont pris le bénéfice de la détente, entre guillemets. Aux anticipations synarchiques de 1935, et dans la ligne de l'American Establishment, a succédé un partage de la planète, non plus en 5, mais en 3 parties. Avec audace et même avec autorité, Nixon et Kissinger se sont avancés sur un chemin où d'ailleurs les soviets faisaient eux-mêmes quelques pas depuis la mort de Staline, le renforcement de la coexistence exigeant le renforcement de l'omnipotence des deux grands. On a donc imposé l'aggravation de Yalta. Les parts sont faites autoritairement et on avance rapidement vers le Union Now de Clarence Strait et la Chine. Si on peut dire que l'échec entre guillemets du Vietnam est une défaite pour la chrétienté,
ce n'en est pas une pour les hautes sphères de Wall Street. C'est exactement, du moins jusqu'à maintenant, le bon règlement à la Kissinger, c'est-à-dire un marchandage. La croissance du Japon inquiète aussi bien Washington que Pékin, et voilà déjà une raison de parler calmement. Mais il y a aussi en Indochine de puissants intérêts américains pour lesquels la paix du Vietnam, si elle peut complètement se faire, doit servir de monnaie d'échange pour des combinaisons dont Pékin peut espérer prendre sa part. L'ensemble de la péninsule peut produire en effet des richesses considérables avec l'industrialisation du puissant fleuve Mékong qui prend sa source en Chine. Il y a aussi des hydrocarbures, il y a enfin des constructions et reconstructions à faire qui paieront bien les frais de guerre. Tout cela déjà en projet vaut une fois de plus le sacrifice des intérêts de la chrétienté sur le double autel des fils du ciel et des multinationales. Là on voit l'ironie de Pierre Virion quand il dit ça. La marche vers l'unité mondiale, humainement irréversible, veut cette réduction des parts et des parties prenantes à 3 jusqu'aux prochaines batailles pour décider de celui qui détiendra l'empire universel. Elle nous achemine vers un socialisme technique fleurant très fort le communisme. Mais l'important dans cette affaire, c'est le sort de l'Europe. Dans notre dernier ouvrage, Le complot, nous disions que la Russie n'admettrait jamais la réunification de l'Allemagne. Voilà maintenant la chose acquise, la réunification de l'Allemagne, ok. Admise et qui scinde bien en deux notre continent. Il n'y a pas eu de nouveau Yalta selon la promesse de M. Nixon, mais il y a là, avons-nous dit, son aggravation. On n'a pas demandé l'avis des intéressés. Cela est si vrai que l'accord des deux grands est une reconnaissance de fait par l'Ouest, fait qui doit devenir le droit de la communauté économique de l'Est, Comecon, comme entité réellement établie, tandis que les soviets, pour leur part, reconnaissent comme entité réelle la communauté économique européenne. CEE. Le premier contrat officiel, pratiquement inévitable, passé entre les deux, fera naître le droit. Nous sommes prêts, a dit Brejnev, à reconnaître les réalités de l'Europe occidentale, à condition que les capitalistes reconnaissent les réalités de l'Europe socialiste. Fin de la citation. Plus net encore, Kosygin a ajouté « Nous reconnaissons la CEE comme une réalité et nous pensons que nous pourrons ensemble résoudre beaucoup de problèmes. » Qu'on s'en rende bien compte, les tractations économiques entre les deux blocs, globalisées, officialisées, signifient de toute évidence la consécration des deux Europes et le remaniement du traité atlantique selon l'esprit de Clarence Strait, de Rhodes Scholars, du fabianisme et du British Israel. Cette scission européenne entre guillemets constitue-t-elle un pas en avant vers le fameux et unique gouvernement du monde ? Donc cette scission constitue-t-elle un pas en avant vers le fameux gouvernement mondial ? Oui, un grand pas est dans l'exact rapport de l'atlantisme au mondialisme. Et avec quelle désinvolture les puissances secrètes opèrent-elles maintenant ? Avec quel dédain qui arrive mal à se dissimuler ? Revenons en effet en arrière, écoutons H.G. Wells, ce patriarche de la société des Fabians. Je suggère qu'il serait plus facile de créer les États-Unis du monde, dernier objectif de M. Strait, que de s'occuper tous ensemble d'une sorte d'unité du prétendu continent européen. Fin de la citation. M. Nixon, bien longtemps après, n'a pas dit autre chose, je cite, « Il suffit que les États-Unis, les premiers au monde comme vrai gouvernement fédéral, puissent être une force principale derrière l'effort pour trouver une base à une grande fédération des nations atlantiques libres. » Fin de la citation. M. Nixon, qui a claironné lui-même que l'année 1973 serait l'année de l'Europe, a tout aussi bien et expressément souligné dans un discours en présence de Brejnev que les USA et l'URSS sont les deux plus fortes nations du monde. Cela nous suffit pour entendre qu'on ne demande pas son avis aux citoyens européens pour faire son bonheur en partageant son continent en deux zones d'influence coloniale selon les vues des deux puissances dont l'accord, on dit-il, sera le paradis de l'humanité. Il serait trop long de rechercher ici les sourdes menées qui sur notre continent, poussent les États à garder le silence sur le fond des négociations planétaires auxquelles se livrent les deux grands. Il va sans dire cependant que selon leur accord, le continent américain tout entier serait bien sûr de pleins bénéfices pour le partenaire le plus proche, tandis que l'Europe de l'Ouest, si elle consentait à entrer dans le dessein de M. Kissinger, deviendrait un satellite de Washington, comme celle de l'Est l'est de Moscou. Ces tractations, qui ne sont évidemment pas l'effet d'un coup de tête diplomatique, traduisent le désir d'en finir avec un problème qui préoccupe Wall Street peut-être plus que la Maison-Blanche, l'accaparement de l'Europe. L'Europe a déjà connu plusieurs tentatives d'unification qui, malgré leur irréalisme et leur fragilité, étaient cependant authentiques. Ceci est une autre question. Mais tant que ces tentatives n'ont pas eu l'heure de plaire aux argentiers du dollar, les États-Unis étaient de ceux qui s'y opposaient. Aujourd'hui, il s'agit de liquider l'affaire dans le sens voulu et ambitionné par les deux plus puissantes nations du monde.
telle est, réduite à sa plus simple expression, la solution recherchée avec une hâte à laquelle la crise du dollar et la crise du pétrole prévue depuis longtemps donnent un incontestable carrière d'ultimatum. L'or et le dollar. La première des pressions exercées, ce fut et c'est encore l'affaire du dollar. Les accords de Bretton Woods 1944 en avaient fixé le cours officiel à 35 $ l'once d'or. On en faisait ainsi un moyen de paiement international soi-disant aussi stable que le métal précieux. Ce système réussit à s'imposer de telle manière qu'il devint aussi monnaie de couverture pour les banques centrales de l'Occident. Les discriminations captieuses ont vainement masqué la réalité de l'inflation inouïe qui en est résultée, ont distingué les euro-dollars puis les arabo-dollars, les dollars financiers, les dollars commerciaux, et depuis longtemps l'once d'or ne valait plus 35 $ mais davantage. Il ne fallait pas être grand clair pour discerner alors la conséquence qui pouvait s'ensuivre, d'autant plus que par un coup autoritaire d'une audace incroyable, le gouvernement des États-Unis devait déclarer le dollar inconvertible en or. Donc ça, je crois que c'était Nixon en 1973. Cela signifiait le refus d'abord de tenir ses engagements, mais aussi le fait que les banques centrales qui avaient absorbé des quantités de dollars comme monnaie de réserve, c'est-à-dire comme couverture, virent leur bilan faussé par la dévaluation et la baisse constante de cette monnaie. Il est notoire qu'à ce moment, la Banque de France a dû passer des sommes considérables en compte spécial, c'est-à-dire en perte. Nous ne sommes donc pas convaincus, loin de là, que les grands leaders de Wall Street se soient trompés dans le calcul d'un si discutable procédé. Nous le pensons d'autant moins après les insinuations répétées de messieurs Nixon et Kissinger que les fluctuations de leur monnaie sur les marchés étrangers leur sont indifférentes. Ajoutons qu'elles corroborent leur politique. Et c'est bien cela, car il arriva que les banques européennes réunies à Nairobi, constatant le blocage de la situation, se crurent forcées, malgré les résistances françaises, de s'orienter vers la plus mauvaise solution, celle qu'exigeait le Trésor américain, fonder le dollar et les autres monnaies sur les DTS, les droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire sur une monnaie fiduciaire internationale au pouvoir du Fonds monétaire international, dont on se proposait de politiser le directoire. On voit d'ici se profiler toutes les perspectives d'un impérialisme monétaire tenant en main l'Europe atlantique et même l'ébauche d'une future monnaie mondiale. Chose curieuse, a-t-on remarqué que c'est seulement à partir, et peut-être même un peu après la conférence de Nairobi, que le dollar a commencé à remonter? Ces étranges coups d'accordéon ont pour conséquence de domestiquer l'Occident. Et ce n'est pas tout. Aux banques centrales qui se proposent d'effectuer entre elles et malgré tout leur liquidation réciproque en or, Washington s'oppose de toutes ses forces sous le prétexte spécieux de respecter les accords de Bretton Woods après en avoir dégradé le système. C'est que les USA veulent à tout prix, comme nous l'avons vu avec le British Israel, la démonétisation de l'or. L'or démonétisé ne serait plus qu'une marchandise sujette à monopole entre les mains de ses détenteurs. C'est ainsi que les États-Unis actuellement ont stocké des quantités d'or, ce métal précieux, dans leur caisse d'État. On se rappellera ici la formule devenue célèbre, l'or est à nous. Les graves contraintes qui pèsent sur l'Occident tendent à lui forcer la main, à lui faire accepter les conditions de l'Atlantic Union en place d'une action, d'une alliance à objectif concerté mais libre, comme le voudrait la nature des choses. Nous avons évoqué cette crise monétaire qui, depuis 2 ans, harcèle l'Europe. Non pas que les États-Unis n'en aient éprouvé eux-mêmes quelques dommages, parce qu'elle est habilement exploitée sous la conduite du big business, les immenses entreprises multinationales américaines. Celles-ci capitalisent 270 milliards rien qu'en fonds spéciaux, et ça c'était à l'époque, contrôlent 25% du commerce mondial, ce qui suppose des fonds de roulement encore plus gigantesques. La poursuite de leur expansion exige la maîtrise croissante des marchés de la planète. Je cite, « Les États-Unis, dit M. Kissinger, doivent agir et être responsables d'un système de commerce et monétaire international plus vaste. Et le dollar, qui n'a vraisemblablement pas fini sa carrière, pourra encore nous dicter sa loi, à moins qu'une monnaie mondiale ne prenne la relève. » On continue avec le chapitre « Le pétrole ». Les perturbations monétaires ont des rapports avec l'affaire de la distribution du pétrole. À vrai dire, il n'y a pas de crise du pétrole, chacun le sait. Celui-ci ne manque pas. Inutile d'énumérer les nombreux gisements repérés sur la carte du monde. Les États-Unis eux-mêmes, les moins touchés dans l'immédiat, ne manquent pas d'immenses ressources à terme. Ils ont en effet les réserves du Texas, de l'Alaska et de l'Arctique, capables de satisfaire pour un temps les besoins mondiaux. Et les voilà qui se tournent maintenant vers la Russie, non pas tellement en quémandeur, mais que par manière de colonisation financière. Ils proposent aux soviets l'exploitation de leurs gisements sibériens, des milliards de dollars, et ceux-ci semblent s'être déclarés d'accord moyennant des livraisons de blé dont ils ont besoin. Une note du Washington Observer du 15 mars 1972 faisait à ce propos une curieuse remarque qui laisse rêveur.
Ces tractations, disait-il en substance, sont dans la ligne du programme d'accomplissement de la doctrine de convergence soviéto-américaine. In the fulfillment of the Soviet-American Convergence Doctrine. Ce plan requiert, je cite, de croissants rapports de l'Amérique avec l'Union soviétique, d'abord économique, ensuite militaire, enfin politique comme prélude au gouvernement mondial. Et d'ajouter que cela s'achèvera par les manœuvres de Wall Street en rendant peu à peu l'URSS capitaliste et en bolchevising les États-Unis à quelque chose qu'on accommode l'affaire. Cela était imprimé noir sur blanc avant les accords Nixon-Brejnev de 1973. Tout ce que nous avons dit sur l'effort commun vers un gouvernement mondial n'est donc pas un roman, et l'énergie est un moyen matériel de domination. Si on considère l'immensité des besoins mondiaux en pétrole, qui jusqu'à présent et pour un temps encore restera un élément déterminant de toute l'activité industrielle et dans tous les pays, il apparaît que le monopole des ressources énergétiques, implantation, recherche, extraction, commercialisation, transport, confère sur le monde entier une puissance absolue devant laquelle l'Europe de l'Ouest ne pourrait que s'incliner. La présente crise, si elle continue et s'aggrave, la conduirait à l'étouffement, elle et elle seule. L'affaire du pétrole est à la fois plus spectaculaire et plus lourde de conséquences immédiates que les combinaisons monétaires. N'en seront pas surpris ceux qui ont pu lire cette pensée attribuée à Churchill par le Chicago Tribune du 21 décembre 1946, je cite, « Nous sommes en face de la Troisième Guerre mondiale, une guerre qui a été projetée depuis longtemps pour contrôler les immenses champs pétrolifères du Moyen-Orient. » Cette phrase en dit assez long pour nous faire voir les dimensions de la partie qui se joue. Les États-Unis, c'est-à-dire les grands trusts pétroliers, à majorité américains, en visant à la mainmise sur les champs pétrolifères du Moyen-Orient, donc ils voudraient s'assurer une puissance économique mondiale par le moyen d'un pouvoir quasi exclusif sur la distribution de l'énergie. Cela mettrait l'Europe occidentale en condition sans engager toutefois l'avenir vis-à-vis des autres parties du monde dont les ressources à terme peuvent encore sauvegarder l'indépendance. On ne comprendra pas l'hostilité des pays arabes si on ne tient compte de cette prétention. C'est clair. Ainsi, à travers les raisons sociales et territoriales qui les ont armés, Israël se trouve être en même temps le prétexte de leur opposition belliqueuse aux États-Unis. C'est pourquoi, en marge de l'affrontement nationaliste, la guerre israélo-arabe est devenue en quelques jours la guerre du pétrole. Depuis 1967 déjà, l'obstruction du canal de Suez, cependant indispensable au bon fonctionnement de la distribution du carburant et surtout à l'abaissement des prix de transport, le détour par le cap de Bonne-Espérance coûte des millions supplémentaires pour un seul cargo, constituait une manière de contrecarrer les compagnies pétrolières. Mais en 1973, sont venus s'ajouter l'embargo et l'augmentation des prix du brut, non sans encouragement secret des soviets, de façon à prendre avantage sur les exigences des trusts. Si l'Égypte a soudainement attaqué Israël, non sans surprendre tous les gouvernements, c'est que, se sentant lâchée, opportunément il est vrai, par les Russes, elle a voulu prendre au plus vite des garanties vis-à-vis des États-Unis dont elle ne peut plus récuser la prédominance, et se donner à leur endroit une attitude d'interlocuteur valable au moment de négociations ultérieures. Les autres pays ont suivi, mais on remarquera que le cessez-le-feu n'est intervenu que sur les volontés de Washington et de Moscou conjuguées, qu'elle, l'ONU, dérisoire fantôme des ridicules illusions de la démocratie universelle, s'est aussitôt rangée. Un paragraphe des accords Nixon-Brejnev, engageant les deux grands à orienter d'un commun accord les affaires mondiales, a joué en la circonstance et à la suite de quoi les soviets ont abandonné le Proche-Orient aux bons offices de M. Kissinger. Celui-ci s'efforcera de ramener la paix et de rétablir le prestige des compagnies pétrolières éprouvées par la fermeture des pipelines dont usent les Arabes pour se ménager un atout dans les tractations au sommet. Il lui faudra aussi préparer les voies aux financiers sur le point de consentir un crédit de 5 milliards de dollars à l'URSS. Il devra enfin mettre un terme à la pénurie de pétrole qui a sérieusement mis obstacle à l'acceptation du nouvel atlantisme par l'Europe de l'Ouest. Rien dans cette affaire ne se fera, sauf accident, sans l'assentiment et même la volonté des deux super grands. Zone démilitarisée autour du canal, Israël dans ses frontières reconnues de juré par les pays arabes, règlement du problème des Palestiniens. Si Kissinger a poussé assez loin son programme, c'est parce que les soviets y consentent, quitte à épier le moment où l'américain fera un faux pas. S'il réussit et parvient en outre à mobiliser autour de lui la majorité des pays d'Europe, comme il s'efforce de le faire sous prétexte de collaboration économique et de sécurité, c'en est fait de l'Occident encore libre.
En cette affaire, l'attitude de la France si critiquée à l'extérieur et à l'intérieur par une presse dont on se demande jusqu'à quel point elle n'est pas elle-même jugulée, n'a fait que défendre l'indépendance d'une Europe dont l'Union eût sauvé sa liberté et sans doute celle du monde. L'opposition, bien concertée contre elle, aura-t-elle le dessus ? De toute manière, si la guerre du pétrole n'est pas encore la Troisième Guerre mondiale, elle peut le devenir. Pour le moment, elle nous administre la preuve de la dictature déjà exercée sur le monde par Washington et Moscou. Un monde en folie. La collusion anticatholique, dominatrice du monde par l'économie, puis politiquement par des puissances occultes, les géants de la finance internationale et les soviets qu'ils ont engendrés, afin de détruire la société chrétienne, pour être plus spectaculaire que jamais, n'est pas garantie pour l'éternité. On ne nourrit pas en vain de sa propre substance un protégé appelé à devenir un redoutable compétiteur. Tout a été donné au communisme russe pour tenter l'aventure. Tout a été donné donc au communisme russe pour tenter l'aventure. On ne peut suivre les démonstrations d'entente américano-soviétique sans penser au vers de Racine, je cite, « J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer ». Nous savons que la révolution de 1917 fut l'œuvre d'un groupe bancaire bien connu. En 1921, le communisme ayant ruiné la Russie, risquait de disparaître lui-même, et c'est encore en partie du continent américain que vint le recours par l'organisation d'une nouvelle économie politique, NEP, où la banque Nye de Stockholm joua le rôle de plaque tournante. Depuis, le démon des affaires n'a cessé d'édifier, d'accroître la puissance soviétique et de fourbir les armes d'une opération suicide de l'Occident. Dans un ouvrage bourré d'observations patiemment amassées pendant 10 ans, La technologie de l'Ouest et le développement économique des soviets, Anthony C. Sutton démontre que 95% de leur équipement industriel proviennent des États-Unis et de leurs alliés. Aux États-Unis, bien plus qu'en Europe, on a fondé la fin de la guerre froide, la coexistence pacifique et pour tout dire la paix sur les billions de dollars investis dans les gigantesques complexes soviétiques. Leur plan de production de fer et d'acier a été réalisé par la McKee Corporation. Leur pipeline, le plus long du monde, est d'origine américaine. Ils avaient 6000 navires en 1972, dont ils devaient les 2/3 avec leurs machines à la Burgmeister & Wain de Copenhague, Danemark, opération pacifiste approuvée par la State Department. Ces navires ont transporté les missiles de Cuba, 100 d'entre eux portés à Haiphong, les armements soviétiques aux Viet. Quant à leur industrie automobile, elle est l'œuvre des États-Unis. 300 000 camions ont été fabriqués en Russie par le complexe Gorky, qui doit son existence à la Ford Motor Company. 3 fois plus grand que le complexe Volgrad, réalisé officiellement par Fiat, équipé en réalité par moitié indirectement par les États-Unis et directement par TRW de Cleveland et New Britain Machine Company. En 1972 a été équipé un autre plan plus vaste encore, le plan Kama d'une capacité de 100 000 camions par an, plus productif que le plan ZIL 130 Truck réalisé par Arthur Brand Co. Michigan. Le tank T-54 qui a été utilisé par les communistes au Vietnam fonctionne sur suspension en provenance de la Wheel Truck Lever Corporation. Au mois d'avril 1973, l'Occidental Petroleum Corporation a passé avec l'URSS un contrat de 5 milliards de dollars pour la construction d'usines de production chimique. Il s'est trouvé des hommes pour affirmer qu'une telle coopération économique avait pour but d'adoucir les rapports entre l'URSS et l'Occident. Rarement, ce genre d'opération a amené la paix. Elles n'ont pas empêché la guerre de 1940. 100 000 Américains sont morts en Corée et au Vietnam, tués par les armements américains. Il serait insensé de croire que les soviets, dont l'agriculture est déficiente, ont poursuivi chez eux un tel développement industriel, convertible d'ailleurs en industrie de guerre, pour ne pas s'en servir avec leurs 2 millions de soldats, leurs 500 000 marins, leurs millions de tonnes d'explosifs. Malgré trop de bonnes paroles, soyons certains que de l'âge de guerre, ils n'ont enterré que le manche. La prudence leur commande l'adoucissement de leurs rapports sur le front ouest à cause de la Chine sur l'autre front, tout autant que M. Nixon. M. Rockefeller s'ingénie à se concilier Pékin et pour faire des affaires et pour faire pièce à Moscou. Mais la guerre est maintenant aux portes de l'Occident. La politique insensée suivie jusqu'ici livre l'Europe en pâture aux hordes communistes. L'équilibre militaire stratégique, dit M. Kissinger, est passé de la prépondérance américaine à une quasi-égalité impliquant la nécessité d'une nouvelle compréhension des exigences de la sécurité collective. Voilà déjà un premier résultat qui laisse l'Europe au poste le plus avancé, c'est-à-dire le plus périlleux dans une guerre qui peut s'allumer flambante, plus meurtrière que jamais. Mais il faut dire toute la vérité.
De cette sécurité collective, on ose faire maintenant un prétexte pour contraindre l'Europe de l'Ouest à entrer dans les plans de la nouvelle charte atlantique, mais sans bien entendu rien pouvoir changer à sa position géographique, ni rien apporter de plus à sa sécurité. Sans le soutien continuel apporté aux soviets, elle n'en serait pas là. Et si son unité n'avait pas été contrecarrée dans le passé comme elle l'est encore maintenant, elle eût pu pourvoir pour sa part à sa propre défense dans la pleine liberté d'une alliance loyale avec les États-Unis. Il n'en paraît plus ainsi depuis les derniers accords Nixon-Brejnev. Elle est encore plus découverte dans la Tribune d'Allemagne, un article en analyse avec une froide et cruelle objectivité les conséquences. C'est depuis le 22 juin 1973 au plus tard que l'on sait que le président Nixon n'est pas seul à avoir fait de l'année 1973 l'année de l'Europe. 1973 est aussi Brejnev Years of Europe. C'est pourquoi, depuis le spectacle de la camaraderie productive de Washington, on parle d'un nouveau Yalta. Les USA annoncent que la fonction des armes atomiques tactiques en Europe allait être remplie par de nouvelles armes semi-atomiques ou classiques, mais non de nature à favoriser l'escalade d'un conflit. Le 22 juin 1973, ce fut la réalisation. Les grands ont bien fait les choses. En s'engageant à tout faire pour écarter aussi la possibilité d'éclatement d'une guerre atomique entre chacun des signataires et autres États, ils ont non seulement neutralisé d'un jour à l'autre la force de frappe française, mais encore écarté la formation d'une force atomique européenne. L'Europe peut-elle être défendue à l'aide d'armes classiques, Poser cette question signifie déjà fournir une réponse négative de facto. La supériorité conventionnelle non nucléaire du pacte de Varsovie par rapport à l'OTAN est de 3 contre 1 dans la plupart des secteurs. Et ce n'est pas tout. Le rapport militaire des forces se modifie du fait des dépenses militaires réduites, du raccourcissement du service militaire et de l'affaiblissement de la disposition de défense au détriment de l'Ouest. Par contre, on ne parle guère de l'équipement effréné des forces du pacte de Varsovie en armes non nucléaires. On ne veut pas d'informations qui pourraient troubler la vision de la coexistence pacifique générale. Ce qui ne doit pas être, ne peut pas être. Fin de la citation. Certes, en tout cela, nous ne voulons pas dire que les États-Unis manqueront à leur parole. Nous estimons bien plus cette nation que les mauvais bergers du monde. Mais déjà, sa parole ne suffit plus. Nous ne le répéterons jamais assez avec force. La chrétienté a perdu, sinon l'existence, du moins sa liberté, qui ne sera sauvée ni par le hasard ni par la bonne fortune. Elle ne peut lui être rendue que par une grâce exceptionnelle de Dieu. La seule chose qui nous rassure, c'est finalement la foi. Tu adoreras le Seigneur. Sur ces données, nous n'entendons pas prédire des événements futurs qui ne seraient ici qu'hypothèses. Peut-on connaître d'avance les prochains détours de la politique, les allers et retours de la diplomatie, les incidents de route, si l'on peut dire, susceptibles de retarder ou précipiter la course vers une catastrophe humainement inévitable? Ceux qui, derrière le gouvernement, détiennent en fait le pouvoir, sont-ils eux-mêmes capables de modifier le courant dans lequel ils nous entraînent, et que d'ailleurs ils ne désirent pas remonter? Mais ce dont on peut être sûr, c'est que voilà présentés ici quelques éléments majeurs d'une situation appelée à évoluer plus ou moins longuement vers le but qu'une authentique conjuration internationale s'est assignée. Loin de faire du British Israel l'officine principale et unique d'une supranationalité et d'une contre-église que se donnent aussi bien comme objectif les maçonneries et le communisme, il est cependant intéressant de le connaître parce que de tous les mouvements et sociétés, secrètes ou non, il offre la vue d'ensemble la plus complète des subversions diverses actuellement à l'œuvre pour l'édification de ce nouvel ordre du monde. Le gouvernement mondial, chimère sanglante, pourrait-il faire peser sur l'humanité un pouvoir de coercition effaçant comme par miracle diverses ethnies millénaires? Même si la terreur parvenait à arracher aux nations un consensus d'un moment, une poignée de potentats, qui ne sont pas des dieux, pourrait-il empêcher que ne ressurgissent malgré tout, et la nature et l'histoire? Il y faudrait au moins pour cela l'antéchrist de l'Apocalypse. Un docteur de l'Église, saint Augustin, avait vu leur fondement dans l'œuvre créatrice. Il assurait que les nations sont voulues de Dieu. Ne s'ensuit-il donc pas que leurs civismes respectifs correspondent à leur diversité ethnique et historique? Dans la conjoncture présente, semble alors apparaître le rôle pacificateur que pourrait jouer l'Europe avant que ne l'écrase la monstrueuse machine montée contre elle, parce que malgré ses reniements, elle demeure le centre géographique du catholicisme qu'on veut abattre. Un coup d'œil sur l'état des affaires internationales, au seuil de l'année 1974,
l'a fait voir accablée par le poids des pressions exercées sur elle afin de l'intégrer dans un nouveau système atlantique ou de la faire céder aux sollicitations de l'Est. Principale victime des manœuvres monétaires, elle l'est aussi, elle surtout, elle presque seule, de l'étouffement produit par l'affaire du pétrole. Constatation dont l'importance devrait ouvrir les yeux. Elle n'a cependant ni provoqué ni attisé le conflit du Moyen-Orient. Se rangeant donc du côté du droit de chacun, c'est-à-dire des Palestiniens comme d'Israël, ressoudant entre elle et les pays arabes des liens pacifiques qui, dans le souvenir des croisades et de Saint-Louis, sauf à certains moments et maintenant surtout, a favorisé l'essor missionnaire, elle pourrait sans doute créer un bloc du tiers-monde capable de contrebalancer le redoutable impérialisme des deux grands. Tout cela est peut-être le signe d'une dernière chance pour redevenir le guide spirituel des nations. Un jour, Die Welt déplorait récemment l'impuissance de l'Europe à se faire. Celle-ci cependant n'en est pas à sa première tentative, mais chaque fois son effort s'est heurté à des manœuvres de division qui l'empêchent de s'unir autrement que dans le cadre étroit d'un système mondial, où elle n'aurait pratiquement aucune autonomie. Maintenant encore, les incantations de M. Kissinger chez les Pilgrims à Londres remettent en cause les derniers projets, au nom d'un plan parallèle où les États-Unis auraient le suprême pouvoir. Le lieu où il paria est à coup sûr aussi significatif que le contenu de son discours. Les Pilgrims de l'un et l'autre côté de l'océan se posent en élite anglo-américaine et depuis 1903, cette mystérieuse société se donne pour but de former et réunir une oligarchie de Rhodes Scholars, de Fabians surtout, ou de British Israel partisans et promoteurs du nouvel ordre du monde. Toujours donc on s'efforcera de briser toute tentative d'unité européenne qui ne serait pas conforme à la néfaste doctrine. Maintenant, en février 74, ok, donc le livre date de février 74, ce sont en effet à la conférence de Washington l'imposture et le chantage de la part de M. Schlesinger, accusant la France de vouloir détruire l'OTAN en refusant le nouvel atlantisme, alors que, dit-il, les USA ont la responsabilité de protéger les sociétés libres. Le Monde du 26 février 1974. Mais qu'est donc ce sycophante bientôt sexagénaire dont le prétendu talent d'historien n'apparaît pas, dit-on, dans ses ouvrages, mais qui recueille cependant pour l'un d'eux les louanges du New York Times de Moscou, Vietnam and American Democracy, 1941-1966. Qu'est donc ce crypto-communiste à peine déguisé noté dans le rapport officiel au Congrès américain de 1955 comme appartenant à des organisations d'extrême gauche? Ce militant dans l'Atlantic Union de Clarence Strait pour un gouvernement mondial était-il qualifié pour donner des leçons aux représentants des États d'Europe de l'Ouest pour prétendre protéger leur liberté? Et ces nations d'Europe ont-elles donc si complètement renoncé à elles-mêmes qu'elles ont toléré d'entendre un homme dont les héros aimés sont Franklin Roosevelt, l'ami de Staline, le responsable de Yalta et Fidel Castro? Comment ce discours n'a-t-il pas réveillé chez elles, comme par l'appel contraire d'une dernière grâce, le sentiment de leur propre et véritable unité, condition première de la paix? Cette unité ne sera pas retrouvée par les Européens sans leur retour à l'unanimité et à la liberté chrétienne aimée, quoi qu'on en dise, de tous les peuples du tiers-monde. Les choses économiques ne viennent qu'en second rang. N'est-il pas vrai que les trois cercles formés par la Première Guerre mondiale, la Seconde et l'approche de la Troisième ont démontré que les seuls objectifs économiques n'ont fait que diviser, que les publications de droite ou de gauche de tous les pays poussent là contre leurs clameurs de protestation? Nous croyons, nous, que la grande voie des événements fera cesser leurs arquelinades. Car la chimère sanglante ne manquera pas de réalisme dans son dessein profond d'ordre religieux, braquée qu'elle est contre la seule internationale qui tienne, disait Maurras, c'est-à-dire contre l'Église catholique, partageant les esprits entre deux options, le capitalisme et le communisme. L'Est et l'Ouest, mais liés ensemble comme de cause à effet, comme de cause principale à instrument, les deux options trompeuses visent de part et d'autre au même socialisme technique extrêmement planificateur. On voit à ce que leur mariage, qui est déjà dans les faits, pourrait, s'il se consommait sous le règne d'un mondialisme totalitaire, réservé au travail et à la justice sociale. On y est là, en 2025. Mondialisme totalitaire. C'est dingue comment Pierre Virion, il y a plus de 50 ans, réussissait à deviner que ça tournerait comme ça. C'est impressionnant quand même. Très visionnaire. Les rapprochements américano-soviétiques annoncent une tentative d'unification politique, sociale, religieuse de notre monde qui déjà et de plus en plus se socialise. Ces rapprochements n'excluent pas la guerre, loin de là.
Il l'appelle car finalement 3 partenaires, c'est trop pour l'unité. Il faudra que 2 d'entre eux s'effacent, peut-être les 3 si, comme il faut le souhaiter, Dieu intervient à son tour. Hors du catholicisme, ni l'Europe, ni le monde latin, ni les peuples anglo-saxons n'échapperont aux événements qui s'avancent, puisqu'ils se livrent eux-mêmes dans l'ignorance et la facilité. L'âge nouveau, la cité future vers laquelle on nous entraîne, c'est celle-là même que, s'inspirant de saint Augustin, Léon XIII, dans l'encyclique Humanum Genus, appelait la cité de Satan. C'est une nouvelle église, une contre-église en gestation, mais présentée comme étant celle du vrai christianisme. On en parlait dans la partie 1, c'est-à-dire le vrai selon eux, selon les autres, c'est-à-dire la gnose. L'église romaine, au contraire, étant considérée comme l'antre de l'antéchrist promis à la destruction. C'est l'essence même de la subversion. Les trônes maritimes d'Angleterre, de Norvège, de Suède, de Danemark, de Hollande, protestants et bibliques, demeureront calmement par la miséricorde divine, et aussi leur fille, la République des États-Unis, vieille seulement de moins de 2 siècles, berçant une douzaine de races sous l'ancienne loi de Dieu, et force au service de la liberté, et a consacré son économie à pourvoir aux moyens d'empêcher le retour de la barbarie médiévale et de la tyrannie spirituelle. Fin de la citation. Mais le protestantisme lui-même ne serait qu'une transition, et la protestantisation générale qu'une étape. Donc c'est ce que je disais pour, vous savez, certaines messes catholiques où on a des chants et des danses finalement comme aux États-Unis là, comme les évangélistes. Ah oui, c'est la protestantisation générale. Donc ce serait qu'une transition, qu'une étape vers un monothéisme portant la marque du judaïsme post-christique, puis du luciférianisme des plus hautes maçonneries. Il ne s'agit ici d'incriminer aucun peuple. Tous seront les jouets de forces non plus occultes, mais ouvertement et puissamment internationales, qui les poussent à leur insu à l'érection d'un pouvoir universel dont ils seraient loin d'être les bénéficiaires. Et oui, c'est pour ça qu'on lutte contre. Dont ils seront loin d'être les bénéficiaires. Car le fait est là et qui demeure, finance internationale, communisme, protestantisme, maçonnerie, impérialisme racial et judaïsme sont intimement et irrévocablement liés dans l'exécution du complot d'Apocalypse atteignant l'humanité tout entière. Déjà, derrière la protestantisation se profile un judaïsme planétaire. Je cite, « Le grand idéal du judaïsme est que le monde entier soit pénétré de l'enseignement juif et qu'en une fraternité universelle des nations, un judaïsme plus grand, toutes les races et les religions séparées disparaissent. » Jewish World du 9 février 1863. Dans tout cela, il est beaucoup question des Juifs, non pas de notre fait, mais de celui des documents produits. Je vous dis à très bientôt.